Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute première édition du séminaire douteux du Cortex. Alors, pourquoi un séminaire? Pourquoi douteux? Je prends quelques minutes pour vous présenter succinctement et donc, le pourquoi du comment de ce projet. Alors, le séminaire douteux, c'est un rendez-vous proposé par le Cortex, donc le collectif transdisciplinaire Esprit critique et sciences, qui, depuis une quinzaine d'années, rassemble une poignée de personnes qui essaient de réfléchir collectivement, de produire du contenu, de diffuser ce fameux et énigmatique esprit critique. Mais là, il nous semble important, et aujourd'hui peut-être plus que jamais, de préciser un peu ce que l'on entend par esprit critique. Alors, je ne vais pas trop m'étaler, parce que je voudrais faire court, et parce que c'est des discussions en cours au sein du collectif. Mais nous pensons l'esprit critique comme un mouvement intellectuel qui se soucie des enjeux de la connaissance, de la transmission des savoirs, de l'organisation de l'information, au service d'une forme de justice. D'ailleurs, je ne vais pas faire relire mon édito, les autres j'espère que vous êtes quand même d'accord. Alors cela, nous nous opposons à un esprit critique centré sur le raisonnement et la rationalité des individus, rationalité souvent considérée comme universelle, mais qui est souvent le reflet de normes dominantes. Et c'est pas rien de le dire. L'an dernier, le sociologue Gérald Bronner, qui a été chargé de certain nombre de rapports concernant la désinformation ou l'éducation de l'esprit critique en France, a lancé son université populaire de la rationalité et de l'esprit critique à la Sorbonne. La conférence introductive donne le ton de cet esprit critique, arborant fièrement sa rationalité, pointant du doigt les mauvais penseurs et penseuses, inoffensifs face aux Musk, Bolloré ou autres terrains, qui à notre avis sont autrement plus dangereux. Bronner le synthétise très bien. Tout ce qui nous reste, c'est nous et notre cerveau. Et donc, nous lançons ces séminaires douteux dans la lignée de la première école douteuse, une école d'été qui a eu lieu pendant une semaine cet été au cœur des Alpes. L'objectif est de valoriser le travail de nombreux chercheurs et chercheuses et de montrer qu'il existe une autre approche, une autre manière de parler et d'enseigner l'esprit critique qui prend en compte les rapports de pouvoir, les conditions matérielles, les structures de diffusion de l'information ou les dynamiques sociales qui offrent des leviers d'action et des perspectives de justice sociale. Selon nous, en tout cas. Enfin, selon nous, mais pas seulement, parce que bien évidemment, nous accueillons deux invités ce soir pour ce premier séminaire qui s'inscrivent dans cette approche de l'esprit critique. En tout cas, il nous semble, mais vous nous direz si vous n'êtes pas d'accord, que vous voyez les choses autrement. Donc ce soir, on accueille Charlotte Barbier. Salut Charlotte. Bonjour. Qui est docteur en sciences de l'éducation et de la formation, spécialisée dans l'éducation à l'esprit critique, mais aussi vulgarisatrice et responsable pédagogique chez Cogito. Charlotte nous parlera ce soir, à partir des résultats de sa thèse, de la manière dont les profs se saisissent de l'esprit critique en classe et de ce que cela nous dit de cette notion. Et nous accueillerons ensuite Denis Carotti. Salut Denis. Salut tout le monde. Donc Denis est docteur lui aussi, mais en philosophie, et il s'est également intéressé à l'éducation à l'esprit critique, évidemment, c'est le thème de la soirée. Et il nous parlera des enjeux et des objectifs de cet enseignement. Malgré son jeune âge apparent, Denis a un long CV au sein des sphères de l'esprit critique. Depuis le laboratoire de zététique de Henri Brock au début des années 2000, si je ne dis pas de bêtises, il est l'un des membres fondateurs du Cortex, il y a maintenant 15 ans. Alors encore un grand merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation et d'essuyer les plâtres de cette première édition du séminaire. Pour cette première, donc, il n'y aura pas de live pour suivre le séminaire en direct, mais ça devrait être résolu dès le prochain séminaire. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Dernier point, après j'arrête de parler, c'est promis, sur le déroulé de la soirée. Donc, on va enchaîner les deux interventions, donc environ 30 minutes chacune. Donc, comme je l'ai dit, d'abord Charlotte et ensuite Denis. Et puis, on enchaînera avec une partie d'échange qui devrait durer autour de 40 minutes. Alors, si ça vous va, je vais laisser la parole à Charlotte qui va pouvoir enchaîner avec sa présentation. Oui, du coup, à nouveau, bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, comme tu disais, Nicolas, moi, dans cette présentation, je me suis dit que j'allais essayer de repartir sur des résultats de ma thèse que j'ai soutenue, en fait, il y a quasiment un an, à une semaine près, même pas, à propos des façons dont les enseignants, notamment des enseignants de collège, envisagent l'esprit critique, les différentes façons qu'ils vont essayer d'avoir de développer l'esprit critique de leurs élèves et
comment ça peut faire écho ou non à la littérature scientifique sur ce sujet. Donc voilà, c'est aussi une présentation, on va dire, un petit peu de la flemme, je l'avoue. Quand on m'a dit on va faire un séminaire sur enseigner l'esprit critique, je me dis c'est bien, j'ai déjà tout ce qu'il faut dans mes slides, donc on va essayer de faire avec. Donc voilà la grande question, qu'est-ce que les profs ils en pensent de cette notion? Et la raison pour laquelle c'est, à mon avis, intéressant de se pencher là-dessus, c'est parce que les enseignants, c'est un peu ceux qui sont, entre guillemets, au front sur cette question, puisque ça fait partie de leur mission. Tous les enseignants et enseignantes, et pas que tous les professionnels de l'éducation, dans le cadre de l'éducation nationale, sont censés essayer de favoriser l'esprit critique des élèves. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qu'ils en font de cette mission peut-être un petit peu floue. Et j'ai essayé d'aller explorer ça sur le terrain plutôt que de partir sur des grands discours sur mais les enseignants, ils savent pas ce qu'ils font, ou les profs, ils enseignent pas l'esprit critique, s'il y a des problèmes dans la société, c'est que l'école ne fait pas son travail. On va voir que c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Alors comme tu l'as dit Nicolas, moi je viens des sciences de l'éducation et de la formation, et je trouve que c'est une discipline qui est un peu mal connue en fait d'expérience, parce que quand je dis que je viens des sciences de l'éducation, en fait beaucoup de gens pensent que je fais ce qu'on appelle de l'evidence-based education, où en gros ça consiste à l'evidence-based education, je veux dire, ça consiste à mettre en place des protocoles expérimentaux pour essayer de tester l'efficacité de différents dispositifs d'apprentissage. C'est en très très résumé. Ou en gros, voilà, on va essayer de se dire, est-ce que ça permet de mieux apprendre l'esprit critique? Est-ce que ça permet de mieux apprendre les maths? On fait des contrôles, un test, enfin un groupe test, un groupe contrôle. Qu'est-ce que ça donne à la fin? C'est un type de recherche intéressant, mais il n'y a pas que ça en fait. Les sciences de l'éducation, en fait, c'est une discipline qui est un peu composite, parce qu'on a de la sociologie de l'éducation, où on va s'intéresser à qui sont les acteurs de l'éducation, comment l'éducation varie selon les classes sociales, l'éducation telle qu'elle se fait dans l'éducation nationale, mais aussi comment elle se fait à la maison, comment elle se fait dans la formation auprès des adultes, quel est le profil des gens qui enseignent, ce genre de questions. On a donc cette sociologie, on a aussi de la sociologie de l'enfance, on a de la philosophie de l'éducation, de l'histoire de l'éducation, de la psychologie de l'éducation, de l'anthropologie, la didactique, bref. En gros, plein de disciplines qui vont s'intéresser à des enjeux éducatifs de différentes manières. Et nous, dans cette discipline, on va essayer d'aller piocher dans différents cadres théoriques, en gros, donc différentes manières de penser l'éducation, différentes méthodes pour étudier des phénomènes éducatifs de façon générale. Et donc, moi, venant de là, j'avais pas forcément d'angle prédéfini sur comment j'allais prendre l'esprit critique. Je pouvais le voir plutôt sous l'angle de la psychologie. Est-ce que les élèves apprennent mieux l'esprit critique de telle ou telle manière? Je pouvais le voir sous un angle didactique, quels sont les savoirs qui sont en jeu, qu'est-ce que les différentes disciplines scolaires font avec l'esprit critique. Et j'ai essayé de faire un cadre un petit peu mélangé, où je suis allée regarder du côté de la philo, je suis allée regarder du côté de la psycho pour dire comment ces disciplines voient l'esprit critique. Puis je me suis aussi inspirée de la sociologie dans mes méthodes, mais ça, je vais y venir un petit peu après. Donc, ça, c'est vraiment pour vous poser le contexte de d'où je parle, en fait, comment je me suis intéressée à l'esprit critique et qu'est-ce que j'ai fait un peu dans ma thèse. Et donc, je suis partie surtout d'un constat, d'un contexte. En fait, ce que j'ai vu, c'est que en France, dans le cadre de l'éducation nationale, depuis 2015, on s'est mis à beaucoup parler de l'esprit critique. Alors qu'avant, même s'il y avait ce terme, on l'utilisait pas autant. Et donc 2015, ça coïncide avec les différents attentats qu'il y a eu en France. Et donc la raison derrière, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à ces questions. Donc je vous ai mis des références d'ailleurs dans certaines slides, et au pire, il y a toutes les références dans mon manuscrit de thèse qui est disponible en ligne. Voilà, comme ça c'est le petit disclaimer, je vais pas les citer à chaque fois, ça va être chiant. Et donc à partir de 2015, on se rend compte que, comme il y a le contexte post-attentat, l'éducation nationale essaye de répondre en disant qu'est-ce qu'on fait, nous, face à ces attentats? Vu qu'il y a plein d'inquiétudes, qu'on se dit les jeunes peuvent se radicaliser, on est en danger, faut produire des discours. Et donc un des discours, une des manières de faire, ça a été de dire on va résoudre le problème en favorisant l'esprit critique des élèves. Là, je vous ai mis une image qu'on voit sur le site Canopé, qui est liée à l'éducation nationale, qui propose des ressources pour les enseignants. Et donc ils ont eu ce petit truc-là, la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Donc on s'est dit on va promouvoir des valeurs, et l'esprit critique est mis en avant comme une valeur de la République.
Voilà, donc l'esprit critique, c'est donc dans ces discours mis en avant comme une solution à plein de problèmes. L'esprit critique, il va servir à résoudre les problèmes d'endoctrinement, la radicalisation. Puis, une fois que c'est un petit peu passé, au fil des années, ça a évolué. Aux autres 2017-2018, on dit non, en fait, maintenant, le problème, c'est les fake news, c'est la désinformation. Après, ça a été les théories du complot. Mais à chaque fois, on se dit, bon, bah, il y a à chaque fois un nouveau problème de société, mais à chaque fois, la même solution, l'esprit critique. Et ce qui est intéressant avec quand on remet ça en contexte, c'est qu'on se rend compte que autour de l'éducation, en fait, l'enjeu, il n'est pas éducatif. On se dit pas, on veut enseigner l'esprit critique aux élèves parce que c'est utile dans leur vie. On se dit pas, ils en ont besoin, je sais pas, pour leur vie professionnelle ou parce que c'est quelque chose que tout le monde doit apprendre pour s'émanciper. Non, en fait, on est en train d'en parler parce qu'il y a un enjeu politique et social derrière qui est, selon le moment, la radicalisation, les attentats, la désinformation, les théories du complot, la perte de confiance dans les médias ou dans les politiques. Et donc, ça vient être une solution. Ça nous donne déjà un indice sur la façon dont l'esprit critique il peut être vu au sein du cadre scolaire. Et donc, quand cette notion d'esprit critique, elle entre dans l'école, on peut dire qu'elle se scolarise. Ce qu'on veut dire par là, en sciences d'éducation, que quelque chose va être scolarisé, c'est que c'est pas neutre de prendre une notion, un savoir ou une discipline et de le faire entrer dans l'école. À partir du moment où ça entre dans un contexte scolaire, on veut l'enseigner par exemple, eh ben, on va devoir mettre un contenu derrière. Si on dit qu'on veut enseigner l'esprit critique, il faut qu'on sache ce que ça veut dire esprit critique. C'est quel savoir ? C'est quel type d'approche, c'est quel type de compétences, quels enseignants doivent enseigner l'esprit critique, de quelle manière on va le développer, qui sont les personnes pertinentes pour dire ce qu'est l'esprit critique. Et donc il y a toutes ces questions qui vont se poser. En fait, de dire qu'est-ce qu'on en fait, nous, en tant que prof, ou en tant que formateur, en tant que... peu importe, en tout cas de personnes qui en fait partie. Moi, je le formule là comme ça, quel référent, en gros. Derrière l'esprit critique, on met quoi ? Parce que cette notion, jusqu'alors, dans les textes officiels, elle n'est pas définie. C'est une notion qui est vue comme un allant de soi. Bon, on met le mot, tout le monde comprend ce que ça veut dire, esprit critique. Sauf que c'est tout le problème. À partir du moment où on entre dans le concret, là, on se rend compte que les trucs un peu flous, ça marche un peu moins bien. Donc, je suis arrivée dans ma thèse avec ces questions-là, autour de ce que c'est que l'esprit critique, qu'est-ce que les profs en font, avec, on va dire, trois grands volets. D'abord, la littérature scientifique, parce que on passe tous par là quand on fait une thèse quand même, de se dire les différentes disciplines universitaires, qu'est-ce qu'elles ont à en dire ? Qu'en dit la philosophie, qu'en dit la sociologie ? Enfin, socio, je sais pas, fait énormément, parce que justement c'est moins utilisé, mais différentes. Il y a les cultural studies, je l'ai très mal prononcé. Bref, en tout cas, différents champs de recherche, qu'est-ce qu'ils peuvent en dire ? Donc ça, c'est pour le côté littérature. Ensuite, il y a les ressources. En fait, ce que j'appelle ressources, ça va être les textes officiels. Ça, c'est donc le ministère de l'Éducation nationale. Ça peut être les manuels scolaires, les ressources. Ça peut être aussi ce que les enseignants vont aller chercher. Est-ce qu'ils utilisent, par exemple, des chaînes YouTube de zététique ? Spoiler, oui. Qu'est-ce qu'ils en font, en fait, derrière ? Et donc, j'ai regardé un peu, imaginons, je suis un enseignant, une enseignante, et je veux trouver des ressources, ou alors je reçois des documents de la part de mes collègues, des formateurs, sur quoi je vais tomber, qu'est-ce qu'on va me dire. Et enfin, j'ai fait des entretiens avec les profs en disant, eux et elles, qu'est-ce qu'ils en pensent, en fait, de tout ça. Quand je leur dis esprit critique, ils l'associent à quoi ? Dans leur pratique, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils trouvent important ? Est-ce qu'ils suivent des formations là-dessus ? Bref, j'avais tout ça en tête. Mais j'avais un cadrage au début de ma thèse qui était pas forcément le meilleur, pas la meilleure approche, puisque je me disais, ok, très bien, mon projet c'est j'analyse la littérature scientifique, après je vais regarder ce que les profs ils en disent, je vais regarder ce qu'ils vont faire et je vais montrer pourquoi ce qu'ils font c'est pas bien. Donc c'est un gros problème de faire ça, c'est parce que je me disais, la littérature scientifique, la science va nous dire ce que c'est l'esprit critique, je vais trouver la bonne définition, je vais comparer toutes les définitions et je vais réussir à faire une synthèse pour savoir ce que c'est vraiment la meilleure définition de l'esprit critique, la plus utile, et grâce à ça, ça va m'éclairer, je vais pouvoir comparer à ce que font les profs et arriver sur une solution pour ensuite se dire comment on fait en formation, vu ce qu'ils disent, vu leurs erreurs par rapport à l'esprit critique, comment on les recadre. Sauf que faire ça, on peut faire ce genre de recherche, mais plus je creusais, plus je me rendais compte que ça me convenait pas, parce que c'était imposé déjà une certaine vision de ce que c'était l'esprit critique.
Je me suis dit, oui, mais l'esprit critique, peut-être qu'on utilise ce mot dans les recherches, mais au quotidien, que ce soit les profs ou que ce soit vous et moi, enfin, pas moi du coup, mais la plupart des gens, on va pas aller chercher la littérature scientifique pour savoir quelle est la définition d'un mot. C'est un mot qu'on utilise, on lui donne un sens. Peut-être qu'on lui donne pas le même sens que la littérature scientifique, ça veut pas dire que ça n'a pas d'effet, ça veut pas dire qu'on fait pas de choses au nom de cette notion. Et donc, je me suis dit, si je fais ça, je vais passer à côté d'un truc, je vais passer à côté du sens que les profs donnent à ce mot et du sens qu'ils donnent à leurs actions. Et il y a peut-être des choses à découvrir aussi en essayant d'adopter leur point de vue pour comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils ont ces pratiques, pourquoi ils pensent comme ça. Et donc, ma démarche, elle est très qualitative. Et donc, le qualitatif en sciences sociales, on l'oppose au quantitatif. Donc, le quanti, c'est tout ce qui est les chiffres, les statistiques, alors que le quali, c'est des trucs qu'on ne peut pas vraiment mesurer. Par exemple, quand on va faire un entretien avec quelqu'un, donc on va préparer un ensemble de questions. Moi, par exemple, j'allais demander aux enseignants, vous êtes enseignant de telle matière, je sais pas, de SVT. Pour vous, est-ce qu'il y a des parties du programme qui sont plus propices pour développer l'esprit critique des élèves? Est-ce qu'il y a des types d'activités ou des types d'exercices qui, selon vous, permettent mieux de développer l'esprit critique de vos élèves? Je vais poser cette question à plein de profs différents et ils vont me donner des réponses, mais je peux pas les chiffrer. Mon but, c'est pas de savoir qu'ils m'ont répondu, que certains m'ont donné 2 types d'activités et d'autres m'ont donné 15. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils mettent derrière. Et ça, c'est pas chiffré, donc c'est du qualitatif, c'est plutôt comprendre la logique des personnes, comprendre comment les idées s'organisent. Le qualitatif, il nous sert plutôt à ça, en fait, à avoir ce type de données. Et donc, quand on fait du qualitatif, on ne cherche pas à avoir un échantillon représentatif, mais on cherche plutôt à avoir une diversité de profils pour essayer de voir plein de cas différents, de dire est-ce que malgré les différences, on trouve des points communs? Et à l'inverse, quand il y a des trucs très très différents, qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence? Est-ce que par exemple la différence que j'observe entre le prof de physique-chimie, enfin entre certains profs de physique-chimie et un prof d'histoire, c'est lié au fait qu'ils n'ont pas la même formation? Si un prof d'histoire me dit ce qui permet de développer l'esprit critique, c'est d'étudier des documents, on voit le poids de la formation derrière. On se dit bon c'est assez évident, oui, un tant qu'historien qui répond à un truc pareil vu que c'est ce qu'ils font en histoire. Donc voilà un peu à quoi ça sert. Et j'en parle parce que vous allez voir que forcément ça a influencé ma méthodologie. Donc d'abord j'ai regardé l'esprit critique, qu'est-ce qu'en dit l'institution scolaire? Parce que les profs, eux, ils sont surtout cadrés par les programmes, ils sont cadrés par ce que dit le ministère. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a plein de ressources institutionnelles. Depuis 2016, du coup, on a d'abord eu les attentats, puis les discours, puis ils se sont rendus compte que maintenant, il faut qu'on crée des trucs. Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas seulement faire un discours. Donc, on crée des pages sur le sujet, sur des sites pour les profs qui s'appellent Eduscol ou Canopé, où on va essayer de donner des ressources. Et ça, j'arrive à le voir parce que quand on étudie ces pages-là, on se rend compte à quelle date ont été mises certaines ressources et on voit qu'elles ont été toutes à peu près mises au même moment. Donc ça donne l'impression qu'il y a eu un petit truc, on s'est dit vite, faut qu'on mette plein de trucs, faut qu'on trouve des choses à dire. Donc il y a eu un appui sur des ressources préexistantes et à ce moment-là, il y avait du coup une pluralité de voies et d'approches parce que ils sont allés chercher dans ce qui existait déjà, qu'est-ce qu'on peut relier à l'esprit critique dans des ressources existantes, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant. Et donc on voit plein de gens qui parlent d'esprit critique, mais des fois de manière assez différente. Et du coup, ça fait un peu cacophonique parce qu'on ne comprend pas trop quel est le point commun entre toutes ces notions. Dans tous les cas, c'était à chaque fois associé à l'idée de citoyenneté, aux valeurs de la République, à l'EMC, donc c'est l'enseignement moral et civique, et l'EMI, éducation aux médias et à l'information. On a qui sont des enseignements transversaux, en tout cas, on peut avoir notamment au collège. Parce que là, oui, j'ai pas précisé, mais moi, j'ai surtout regardé au niveau du collège plus que du lycée, juste parce que c'était plus pratique pour différentes raisons. Et voilà. Mais ce qui était intéressant, je trouvais, là, derrière, c'est que, en fait, cet esprit critique, à chaque fois, il visait un truc particulier, qui était la protection des élèves. Ce que je veux dire par là, c'est que on a eu les discours où on dit l'esprit critique, c'est pour lutter contre la désinformation, etc., et là, on se dit non, en fait, l'esprit critique, il est là parce que dans les ressources institutionnelles, on se met à la place des élèves, les élèves sont en danger. Donc, c'est plus juste la société, c'est l'élève en tant que personne qui est en danger parce que il pourrait se faire avoir par des théories du complot, parce qu'il pourrait se faire avoir par des dérives sectaires. Enfin, il n'y a pas de dérives sectaires à l'époque, mais
C'est ce genre de choses. Donc on se dit, l'élève, il est vu comme avant tout un jeune en danger. Et donc l'esprit critique, il vient comme un bouclier. Mais il y a aussi un discours de préservation de l'ordre social, parce que derrière, on se dit, quelle est la solution? Eh ben, c'est par exemple de réussir à faire confiance aux bonnes personnes, aux bonnes institutions. Mais du coup, quelles sont les institutions? Quelles sont, par exemple, les personnes auxquelles il faut faire confiance? C'est par exemple les journalistes. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance aux journalistes, mais c'est des gens qui sont déjà à un certain statut et on ne va pas questionner. Le but, c'est pas de se dire, est-ce que les journalistes, en tant que profession, sont toujours les plus rigoureux? Est-ce qu'ils sont toujours dignes de confiance? Non, on va se dire, l'esprit critique, c'est apprendre à faire confiance aux bonnes personnes. Et donc, on ne va pas forcément questionner la façon dont la société fonctionne. Voilà, donc ça, c'était un premier temps. Et ensuite, il y a eu un deuxième temps où il y a eu de nouvelles ressources qui ont été créées. Et il y a carrément eu la création d'un poste de formateur à l'esprit critique, un certain Denis Carotti, qui a pu avoir une place dans ce cadre institutionnel. Et donc on voit que c'est un truc en deux temps. D'abord, on balance un peu tout ce qu'on peut parce qu'il faut créer quelque chose autour de l'esprit critique. Et ensuite, le fait qu'il y ait une création de postes, etc., ça montre qu'on se dit, OK, on essaye d'en faire un truc un peu plus pérenne, on essaye de créer des nouvelles ressources autour de cet enjeu. Et puis dans les ressources, il y a aussi la zététique, évidemment. Donc si vous suivez le cortex ou si vous en faites partie, vous connaissez forcément ce que c'est que la zététique. Donc pour le résumer avec des termes, on va dire, plus académiques et des travaux sur le sujet, on peut dire que c'est une forme de rationalisme, bien souvent. Il y a souvent derrière la zététique une forme de militantisme pro-science. On va défendre les sciences et leurs résultats, leurs méthodes, etc. Une démystification des pseudosciences, du paranormal, des thèses irrationnelles. Et également, la zététique peut être vue comme une forme de didactique de l'esprit critique. Donc là, je reprends les termes de Richard Monvoisin qu'il utilise dans sa thèse. Donc ça voudrait dire que la zététique, c'est un moyen d'enseigner l'esprit critique. Donc, comme ça se positionne comme ça dans cet espace où il y a plein de ressources, il y a des profs qui vont les trouver et se dire, si je veux faire développer l'esprit critique, je vais utiliser ça, ça a l'air utile. Dans ce cadre-là, l'esprit critique, il est donc fortement associé à la méthode scientifique et il est aussi vu comme un ensemble d'outils. Souvent, j'entends ce vocabulaire-là dans les cercles sceptiques, de dire les outils de l'esprit critique, ou alors l'esprit critique, c'est un ensemble d'outils qui permettent, du coup, analyser les discours, analyser si c'est fiable, analyser ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ou en tout cas ce qui semble rigoureux ou ce qui ne le semble pas, essayer de faire du tri. Et cette zététique, elle a d'abord c'est d'abord développé dans des enseignements universitaires, comme ceux de Henri Brock, du côté de Nice, puis avec d'autres personnes comme Richard Monvoisin. Ensuite, il y a eu des associations, comme le Cortex, mais pas seulement, l'Observatoire zététique, des choses comme ça. Et ensuite, les blogs et les chaînes YouTube qui sont, on va dire, qui ont plus pignon sur rue aujourd'hui, donc comme Hygiène Mentale, La Tronche en Biais notamment, si on cite ceux qui sont les plus connus, les plus regardés. Et grâce à ces chaînes YouTube et également à ces blogs, mais aussi à des comptes sur les réseaux sociaux, la zététique, elle a pris de plus en plus de place, elle était de plus en plus visible, et ça a permis, du coup, à des profs de les trouver, en fait. Parce que du coup, ces ressources, c'est des ressources qui sont en général en libre accès, gratuites, qu'on peut trouver en quelques clics, et aussi faciles souvent à comprendre, puisque c'est aussi une forme de vulgarisation. Derrière, il y a une forme de vulgarisation de certaines connaissances, de certaines démarches. Et donc, c'est quand même bien utile que ce soit là dans l'écosystème. Ça, on s'en fout, il y a eu aussi, on s'en fout, je passe dessus, mais il y a aussi eu un rapport qui a été fait plus récemment, en 2021, par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui s'appelle Éduquer à l'esprit critique, qui est une nouvelle ressource, où là, il est basé sur un projet de recherche qui vise à définir ou redéfinir ce qu'est l'esprit critique, en se basant sur les sciences cognitives et aussi avec une approche que moi je qualifie un peu de positiviste parce qu'elle est à nouveau très centrée sur les sciences et les sciences sous-entendues comme plutôt les sciences naturelles et les sciences expérimentales. Et donc dans ce rapport, il y a eu ensuite la création de sites internet, la mise en avant de ressources pédagogiques, un appui sur des gens qui étaient déjà là puisque ce rapport, il a pu et les gens de ce groupe éduqués à l'esprit critique, ils ont pu aussi diffuser leurs travaux en s'appuyant sur les acteurs de la zététique qui étaient déjà là, qui ont pu faire des interviews avec certaines personnes, etc. Et ce qui était intéressant pour moi là, le plus important à souligner, c'est que on pourrait dire ça allié, c'est bon, fin du game,
Il y a le Conseil scientifique de l'éducation nationale qui nous publie une définition. Ça y est, on a la définition de l'esprit critique. On va former les profs avec ça, c'est fini. Sauf que non, puisque dans le milieu académique, la publication de ce rapport, elle a créé une certaine contestation plutôt du côté des sciences humaines et sociales, avec carrément un groupe de travail qui s'appelait Critique de l'esprit critique, qui s'est créé en réaction, juste pour critiquer ce rapport, en disant bah oui, mais nous on n'est pas d'accord de ce qu'il y a dedans, parce qu'on trouve qu'il y a plein de savoirs très importants qui ne sont pas dedans, plein de disciplines qui ne sont pas citées, et on trouve que c'est une vision de l'esprit critique qui est un petit peu amputée de plein de choses, qui est hyper restreinte, et donc pour nous ça pose un problème. Et ce qui est intéressant derrière, c'est ce que ça montre. Ça montre qu'en fait, définir l'esprit critique, ça amène à des sortes de luttes de légitimité et de pouvoir, parce que ça ramène, même dans le champ scientifique, la question de qui a le droit de le dire. En fait, qui a le droit de dire ce que c'est l'esprit critique, parce qu'à chaque fois, il y en a d'autres qui vont dire non, nous on n'est pas d'accord, nous on a une autre vision, et si on se bat autant pour savoir qui a la bonne vision, c'est parce que ce mot il est flou. Ce mot il est flou, mais il est hyper valorisé. Et puis derrière ce mot, il y a des gros enjeux. Il y a les enjeux de qui va dire, comment on va former les profs, qui va pouvoir accéder aussi à certains appels à projets, parce que dans le milieu de la culture, par exemple, il y a eu des appels à projets autour de l'esprit critique et tout. Donc, c'est pas un sujet hyper neutre, facile, où on peut avancer facilement. C'est un petit peu le bordel, on va dire. Et moi, je me dis, au milieu, il y a les profs. Donc, les profs, ils ont ces ressources. Il y a des chercheurs qui sont pas d'accord entre eux. Il y a des trucs sur YouTube, mais YouTube, ça va pas forcément être considéré comme la source la plus légitime, même s'il peut y avoir des choses très bien dessus, mais malheureusement, il y a encore ces représentations-là. Il y a le ministère qui dit un truc. Il y a d'autres profs qui font des trucs. Donc, moi, je me suis dit, OK, pour eux, ça veut dire quoi, pour ces profs? Et puis, qu'est-ce qu'ils font comme pratique, comme je vous le disais au début? Ma méthodologie, elle s'est donc basée sur des entretiens semi-directifs, c'est-à-dire donc j'ai envie de dire des interviews, mais une interview, ça donne l'impression qu'on est à la télé, alors que là, c'est vraiment ce qu'on appelle semi-directif, ça veut dire que j'avais créé un ensemble de questions que j'ai utilisées de manière systématique avec les différentes personnes, mais en même temps en gardant une certaine souplesse pour pouvoir rebondir sur leurs réponses, pour pouvoir approfondir, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc je l'ai fait avec 25 profs, parce que le but, c'était d'avoir des profs divers et pas d'avoir une représentativité statistique. Mais c'était des entretiens longs, d'au moins 2 heures. Donc, ça prend du temps. Ensuite, il faut tout retaper, il faut tout analyser. Ça prend des plombs, mais ça fait 600 pages de texte à la fin. J'ai essayé d'avoir des profs qui étaient très intéressés, très investis, et d'autres qui l'étaient moins, qui avaient un profil, on va dire, plus classique. J'ai regardé des ressources documentaires, comme je le disais, et j'ai analysé le type d'analyse que j'ai menée, ça s'appelle une analyse thématique et une analyse par questionnement analytique. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail maintenant, mais en gros, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai essayé de repérer à travers ces différents entretiens, est-ce qu'il y avait des mots qui revenaient tout le temps? Est-ce qu'il y avait des thèmes qui revenaient tout le temps? Et qu'est-ce qu'on pouvait en dire derrière? Comment on pouvait l'analyser? Et donc, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il y avait d'abord ces profs très très investis sur l'éducation à l'esprit critique. Et eux, ils considèrent du coup que l'esprit critique, c'est un objet d'enseignement. Donc, qu'on peut faire des cours d'esprit critique, ou en tout cas, on peut créer des ressources, on peut créer des activités qui visent spécifiquement à développer ça. Du coup, en lien avec ça, ils vont développer des nouvelles pratiques. Quand ils se mettent à s'investir dedans, ils vont, par exemple, trouver des nouvelles ressources, ils vont aller en formation, ils s'y intéressent et ça les motive en fait. C'est beaucoup de profs où ça va les motiver à créer de nouvelles choses, à s'investir un peu plus dans leur travail. Et donc, ils ont aussi un intérêt personnel à le faire qui n'est pas juste celui de leurs élèves, mais aussi pour eux, pour se dire comment je fais pour donner du sens à mon travail dans un contexte où des fois les profs sont un peu remis en question dans la société, où les enseignants, ça peut être aussi de la part des parents ou plein de choses. Comment on fait pour trouver du plaisir? Et donc pour certains, c'est ça va être se dire mon métier, c'est pas juste d'enseigner les maths, c'est pas juste de faire d'être prof d'histoire, c'est plus que ça, c'est développer l'esprit critique des élèves, c'est leur donner un truc qui leur sera utile toute leur vie. Et donc on arrive parfois sur ce qu'on appelle, le terme technique, un curriculum auto-prescrit. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai carrément quelques enseignants qui se sont créés un programme à eux tout seuls.
dans le sens où il n'y a pas de programme d'esprit critique. Il y a un programme d'histoire, oui. Il y a un programme de SVT, il y a un programme de physique. Bah là, j'en ai vu qui ont créé, par exemple, un atelier esprit critique pendant les pauses midi. J'ai vu un professeur documentaliste, donc c'est les enseignants qui travaillent dans le CDI, les personnes que souvent on appelle la dame du CDI quand on est élève. Eh bien, sachez que ces personnes ont un CAPES et sont bel et bien profs. Et du coup, il y en a certains comme ça qui se sont créés de A à Z tout un plan en disant voilà ce que je vais enseigner, voilà les activités, voilà mes objectifs pédagogiques. Voilà, de A à Z. Donc c'est des gens vraiment, il faut vraiment être vraiment motivé pour aller jusque-là. Et ils vont du coup produire des nouvelles ressources, ils vont en diffuser, ils vont en échanger, et ça crée des fois un peu des réseaux d'enseignants qui les aident à se former. Et donc il y a cette formation, j'ai mis plein de termes scientifiques, j'aurais pas dû faire ça, pardon, en une forme de formation buissonnière. Ce que je veux dire par là, c'est que les enseignants vont se former en dehors d'un cadre de formation. Ils vont se former en regardant des vidéos YouTube. Ils vont se former par eux-mêmes auprès de leurs collègues. Ils vont se former un peu, en fait, avec ce qui leur tombe sous la main, mais aussi en se basant sur leurs loisirs, en se basant, par exemple, sur des podcasts qu'ils vont écouter et tout ça. Et ils se disent comment ces trucs qui me passionnent, je le transforme en contenu d'enseignement. Et donc, on a un rôle de ces activités dites électives, donc les activités qui leur plaisent et de leurs valeurs personnelles qui vont les motiver. Et ensuite, quand ils se retrouvent à devoir légitimer ce qu'ils font auprès de l'institution, auprès de leur établissement, auprès de la hiérarchie, ils vont se baser sur différentes choses. D'abord, le fait que, effectivement, on dit que les profs doivent développer l'esprit critique, donc ils disent c'est l'institution qui me le dit. Donc, même si ça sort du cadre de mon cours, même si c'est pas au programme, je peux le faire parce que ça fait partie de mes missions. Ils vont s'appuyer sur la scientificité réelle ou perçue de ce qu'ils font. Parce que certains, des fois, on a l'impression que pensent que c'est que ce qu'ils font est appuyé par les recherches, alors que pas trop, mais c'est pas grave. Et ou alors ils vont tirer la légitimité du retour des élèves en me disant oui, mais les élèves, je vois que ça leur plaît, les élèves ils sont motivés, ils font plein de trucs, maintenant ils se font plus avoir par les fake news, donc ce que je fais ça marche. Et à côté, je compare avec les autres enseignants qui sont beaucoup moins intéressés. Et pour eux, l'esprit critique, c'est pas un objet d'enseignement, c'est pas un truc qu'on enseigne clairement, c'est plutôt une ambition vague, une ambition générale. Donc quand je leur dis, vous, comment est-ce que vous contribuez à l'esprit critique, certains vont me dire, je suis prof d'histoire, quoi. J'enseigne l'histoire, donc j'enseigne l'esprit critique. Le lien est évident. Et quand je leur pose la question de dire, oui, mais pour moi, c'est pas évident, est-ce que vous pouvez développer là, c'est compliqué. Où il y a cette idée que parce qu'on enseigne des choses, parce que les élèves vont acquérir de nouveaux savoirs, alors ça favorise leur esprit critique. Alors, on pourrait se dire, oui, mais c'est faux, c'est pas ça l'esprit critique. Moi, je me suis plutôt dit, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Qu'est-ce qu'ils tiennent qui, s'ils le disent, c'est quand même... les profs, ils sont pas cons, quoi. Il y a un truc. Et effectivement, il y a quelque chose d'intéressant qui est que l'esprit critique, il y a un moment, il faut quand même bien se baser sur des savoirs, en fait. Si on veut comprendre le monde, si on veut analyser des choses, si on veut comprendre, je sais pas, une démarche scientifique ou comprendre pourquoi les vaccins pour le Covid, c'est important, il faut savoir ce que c'est un virus, par exemple. Et donc, oui, transmettre des savoirs aux élèves, ça contribue à leur esprit critique, en fait, tout bêtement. Et donc, c'est pas du tout bête de réfléchir comme ça, même si on peut aller un peu plus loin. Ou c'est peut-être pas juste ça il faut aller un peu plus loin, mais c'est quand même la base. On voit aussi que pour eux, l'esprit critique, c'est pas un sujet dont ils vont vraiment discuter, ils vont pas en parler avec leurs collègues, ils vont pas se former dessus, c'est pas quelque chose, c'est pas une chose à laquelle ils avaient déjà réfléchi. Et du coup, quand c'est le moment où moi je fais un entretien avec eux et où je leur pose des questions, qui se retrouvent des fois, certains m'ont dit pour la première fois, ils réfléchirent vraiment en se disant ah merde, oui, je me rends compte que j'utilise le mot, mais j'ai jamais mis à plat ce que ça voulait dire pour moi. Je l'ai toujours pris pour une évidence, en fait, comme un mot que j'ai tellement entendu que j'ai jamais cherché à aller plus loin. Et c'est du coup pendant l'entretien, c'est ça la différence. Ceux qui sont déjà très très motivés, ils vont me raconter tout ce qu'ils font en classe et ils sont trop fiers d'en parler. Et puis les autres, ils vont plutôt puiser dans ce qu'ils font déjà en se disant alors moi je fais ça dans mon métier, lesquels peuvent être liés à l'esprit critique. Et là, du coup, ils vont me citer différents trucs, genre l'étude de documents en histoire. Tiens, je leur fais faire des exposés. Peut-être que quand les élèves ils font des exposés, ils synthétisent des informations, ils cherchent des informations, donc c'est l'esprit critique. Mais on sent que c'est un petit peu... Voilà, ils essayent de broder et de réfléchir comme ça. D'où le fait que c'est quelque chose de très, très implicite. Et ça pose un vrai problème en éducation, parce que dès que quelque chose est très implicite, très informel, ça veut dire aussi que le prof, il sait pas très bien ce qui se transmet, en fait. Il sait pas très bien mettre les mots sur ce qu'il transmet, du coup, il peut pas bien l'évaluer. Du coup, les élèves non plus peuvent pas très bien savoir ce qui est attendu d'eux.
et savoir quand est-ce qu'ils ont réussi ou quand est-ce qu'ils n'ont pas réussi. Du coup, ça donne l'impression que l'esprit critique, c'est un truc un petit peu qui est là, qui est pas qu'on tente de faire, mais qui est jamais vraiment évalué, qui est jamais vraiment clarifié auprès des élèves. Et puis, du coup, ça veut dire qu'il y en a qui vont comprendre, et puis il y en a qui vont passer à côté, et tant pis. Et ça, c'est un facteur d'inégalité, donc c'est quand même un problème. Malgré tout, il y a quand même des trucs transversaux. Il y a des profs qui vont voir que quasiment tous les profs vont dire que l'esprit critique, c'est avant tout des attitudes. Plutôt que voilà, donc c'est pas des compétences qui leur viennent en tête, c'est pas évaluer l'information, c'est plutôt être vigilant, c'est ne pas tout croire, ne pas tout prendre pour argent comptant, avoir du recul, se remettre en question, la forme ce que j'ai appelé l'incrédulité, ne pas tout croire. On voit aussi que l'esprit critique, il est beaucoup associé à l'argumentation. On dit ça passe par le débat, ça passe par ça passe par la vérification d'informations, faut pas se faire avoir par les fake news. Donc ils le disent, et donc ça c'est la première partie de l'entretien où je leur demande ce que ça veut dire pour eux, l'esprit critique. Quand je les intéresse sur ce qu'ils font concrètement en classe, bah c'est marrant parce qu'il y en a pas, pour beaucoup. Donc c'est ah ouais, c'est très important le débat, savoir argumenter, et dans les activités qu'ils me citent, il y en a pas. Et donc là, ça interroge aussi il y a un décalage entre les deux et ils le perçoivent pas. Ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'au cours, ils se rendent pas compte qu'il y a une contradiction entre les deux. Et donc là, c'est peut-être qu'il y a un truc au sein de la formation à aller creuser pour se dire, si les profs, ils savent que c'est important, comment on fait pour les accompagner, pour qu'ils mettent en place des débats intéressants en classe et tout. On voit aussi que la vision de l'esprit critique, elle est assez centrée sur le négatif. La négative parce qu'ils vont dire qu'ils vont voir surtout l'absence d'esprit critique. Quand je dis comment vous repérez si un élève fait preuve d'esprit critique ou non, ah ouais, là on trouve tous les exemples des élèves qui n'ont pas été critiqués et qui ont dit des conneries. Par contre, les élèves qui ont vraiment fait preuve d'esprit critique, souvent c'est un peu plus difficile de trouver les exemples. Et puis donc ça montre en fait qu'on voit quand ça va pas, mais on voit pas quand ça va bien. Il y a aussi le fait que l'esprit critique, il est associé au négatif par le fait d'essayer de repérer le faux. Donc l'esprit critique, ce serait voir les erreurs, ce serait repérer la fake news, ce serait comprendre quand il y a un problème, ce serait voir le mauvais argument. Mais on oublie le côté positif, de dire, pour voir qu'un argument est mauvais, il faut savoir ce que c'est qu'un bon argument. Ce serait bien de savoir construire de bons arguments. Il faudrait être capable aussi de repérer les informations de qualité. Et donc ça peut aussi avoir un problème parce que du coup, créer un problème parce qu'on va montrer aux élèves tout ce qui est pas bon sans leur dire comment bien faire ou comment se tourner vers des choses qui sont intéressantes pour eux. En créant des fois, notamment en lien avec la question de l'éducation à l'information, l'impression que du coup il y a plein de fake news, qu'il y a plein de théories du complot, qu'il y a des erreurs partout, et puis si on les repère, c'est bon, ça suffit, on n'a pas besoin de réfléchir plus loin. Alors que bon, si on a montré qu'une information par exemple est une fake news, on peut ensuite quand même continuer à creuser le sujet en se disant ouais mais pourquoi du coup quelqu'un a diffusé cette fake news? Qui sont les personnes qui la diffusent? Quel est leur intérêt en fait? Est-ce qu'il y a un message politique derrière? Est-ce que c'est pour juste pour créer de la peur? Est-ce que c'est pour, je sais pas, est-ce que c'est un site internet qui veut nous faire cliquer parce que derrière il y a des pubs et ils veulent gagner de l'argent? C'est pas la même chose. Bref, donc comme quoi on peut pas s'arrêter juste au vrai ou au faux. Et ce qui revient à chaque fois, c'est que il y a besoin de pour penser critique, il faut des connaissances et une forme de rationalisme de sens commun, je l'ai appelé ça comme ça. De dire en fait c'est être rationnel, c'est penser de manière logique, c'est des attitudes, mais souvent c'est pas, j'appelle ça de sens commun parce que c'est jamais appuyé sur sur une réflexion très profonde. C'est un peu les profs ils me citent ça, mais sans que sans que ce soit intégré, on va dire, dans un cadre plus large et tout. Et ça interroge après sur les différentes définitions de l'esprit critique. Malgré tout, il y a aussi des différences entre les disciplines, et c'est là où je trouve que c'était intéressant, c'est que ça montre que chaque prof, et je pense pas que les profs, je pense que les chercheurs font la même chose, pensent l'esprit critique à partir de sa formation disciplinaire, ou de sa formation en général. Donc pour les profs de sciences, l'esprit critique, ça s'appuie surtout sur la démarche d'investigation ou la démarche expérimentale. Ça implique de maîtriser le raisonnement hypothético-déductif, donc faire des hypothèses, les vérifier, la distinction entre les faits, les preuves et et de l'autre côté les croyances. En histoire-géographie, les profs ils disent que le plus important c'est l'étude de documents, c'est de savoir mettre en relation des documents ou des propos avec un contexte et le mettre en lien avec les savoirs historiques. Il faut savoir analyser un point de vue, analyser l'intention dans un document. Pour moi, ça aussi, ça fait partie de l'esprit critique, mais pas étonnant que ce soit les profs d'histoire-géo qui en parlent. Et puis pour tous les profs doc, eux, ils vont être centrés sur la recherche, la vérification d'informations, produire et diffuser des infos, mais également avoir de bonnes pratiques numériques, protéger ses données personnelles, etc. Et donc,
Je me dis, mais si chacun voit l'esprit critique seulement en fonction de sa formation, ça pose un peu un problème, parce qu'on est tous bloqués sur chacun un peu avec notre vision de l'esprit critique, quoi. Après, ils ont différents, ouais, ce que je vois l'air, je vais peut-être pas passer là-dessus. En tout cas, ils trouvent plein de problèmes de pourquoi c'est difficile de développer l'esprit critique des élèves. Et moi, ce que j'ai vu du coup à la fin, c'est que, bah, en fait, il y a plein de trucs qui interagissent sur pourquoi les profs ils disent ce qu'ils disent et ils pensent ce qu'ils pensent sur l'esprit critique. D'abord, il y a leur conception de ce que c'est l'esprit critique en tant que tel, qui va influencer leur façon de voir comment on l'enseigne. Et après, il y a leurs pratiques. Et leurs pratiques pédagogiques, elles sont un peu décorrélées, en fait. Parce que des fois, c'est par la pratique qu'ils se rendent compte que leur façon de voir les choses était fausse. Des fois, c'est parce qu'ils développent une nouvelle façon de voir l'esprit critique qu'ils tentent de nouvelles pratiques. Et puis, autour de ça, ils peuvent être influencés par plein de trucs. C'est pas du tout un truc linéaire où il suffit de faire une formation, c'est bon, ça va les changer. Parce que non, il y a leur formation, il y a leur formation de base, il y a la formation continue, il y a les ressources qu'ils vont utiliser, il y a leur propre expérience, il y a leur discipline, il y a leurs engagements personnels, les groupes de travail. Et en fait, tous ces éléments, j'ai même pas pu me faire de flèche dans un sens ou dans l'autre, parce que d'un prof à l'autre, ça varie. Ils vont pas tous accorder le même poids aux différents éléments. Et donc là, il y a un truc hyper difficile pour réussir à dire qu'est-ce qui joue le plus. Moi, je sais pas. Je sais juste que j'ai vu un peu que tous ces facteurs-là pouvaient jouer d'une manière ou d'une autre. Et donc, on arrive avec des profs qui ont chacun un petit peu une vision différente de l'esprit critique, même s'il y a des régularités, il n'y a pas deux personnes qui m'ont donné exactement la même vision. Et moi, ça m'a poussé à remettre en question, en fait, ce que disait la littérature scientifique. Celle où je me disais au départ, la littérature scientifique, elle va me dire ce que c'est l'esprit critique. Parce que, du coup, comme je voulais trouver un peu la bonne vision de l'esprit critique, au début, j'essayais de synthétiser tout ça. Et ensuite, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas comme mes profs, où en fait, selon la façon, la formation des personnes, ils vont pas voir l'esprit critique exactement de la même façon. Et où dans ce cas-là, ce qui est plus intéressant, c'est de chercher les différences plutôt que de chercher les points communs. Et quand j'ai fait ça, je me dis, ok, ça devient un peu le bordel. Va falloir que j'essaye de ranger ces différents trucs. Et donc, j'ai essayé de les classer, de créer une typologie des visions de l'esprit critique. Et donc, j'en suis arrivée un peu à ce truc-là, où je me dis, dans la littérature, du coup, j'ai vu un peu 4 gros types d'esprit critique qui vont chacun relier l'esprit critique à une certaine finalité, à un certain but, à certaines compétences, en s'appuyant sur une certaine littérature. Alors, ça, c'est une simplification que je donne, c'est pas du tout opaque, il y a forcément des chercheurs qui mélangent différents éléments, mais je trouve que ça nous aide à voir les distinctions qu'on peut faire et les différentes façons d'envisager l'esprit critique. Par exemple, il y aura une vision plutôt rationaliste qui se dit que le but de l'esprit critique, c'est avant tout d'être rationnel. Et donc avoir des croyances rationnelles, avoir des décisions rationnelles. Et dans ce cas-là, ce qui est central, c'est toutes les questions d'épistémologie, c'est de savoir évaluer la logique, etc. Et donc on va s'appuyer par exemple sur la logique informelle, l'épistémo, la psychologie cognitive. On a une vision dialogique où le but, c'est avant tout de comprendre le monde, d'avoir des opinions plus éclairées, et donc ce qui va compter, c'est de savoir argumenter, évaluer les informations, prendre en compte les multiples aspects d'un sujet, etc. Encore une autre littérature. Une vision sociopolitique où on se dit, le but, c'est aussi de comprendre avant tout le monde social, de comprendre les injustices, de comprendre les rapports de pouvoir. Et là, il faut savoir analyser les discours, les représentations, interroger les enjeux derrière les sujets. Ce qui compte, c'est plus seulement de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est rationnel ou pas. C'est aussi de se dire, mais qui a intérêt à faire ça? Comment notre monde fonctionne? Qui a le pouvoir dans notre monde? Quelle est ma place également? Dans quel groupe social je m'inscris? Et là, on va s'appuyer sur des sciences sociales critiques. Et puis, on a des visions que j'appelle disciplinaires, où là, c'est par exemple les maths, par exemple, ou bien, je sais pas, la physique-chimie, on va se dire ce qui compte, finalement, pour l'esprit critique, c'est de permettre d'accéder au savoir, c'est de comprendre des sujets spécialisés. Et donc, pour un prof de maths, l'esprit critique, ou pour un prof d'histoire, c'est d'apprendre à problématiser, à mobiliser des savoirs de sa discipline, utiliser les démarches de la discipline. Et voilà, finalement, c'est un peu de réfléchir comme un spécialiste et de comprendre à fond une discipline. Et quand j'ai regardé et que j'ai associé à ça ce que les profs en disent, j'arrivais à un tableau hyper long comme ça. Oui, je sais pas si on voit le bout, c'est pas grave. Où j'ai celles en bleu, là, c'est les mêmes. Et puis, celles que j'ai vues au cours de mon enquête. Il y a une vision sceptique, celle qui est associée à la zététique, qui est un peu différente de la vision rationaliste où le but, c'est pas juste d'avoir des croyances rationnelles. Pour certains, c'est carrément de lutter contre les pseudosciences, contre le charlatanisme, contre les croyances irrationnelles. Et donc là, les pratiques, ça va être, par exemple, de faire du débunkage, de rejeter les croyances irrationnelles, ou en tout cas de les pointer du doigt.
On a une vision institutionnelle où on se dit le but c'est de lutter contre la désinformation, de protéger les institutions, de faire du fact-checking, il faut que les gens ils soient responsables d'eux-mêmes et de ne pas se faire avoir. On a une vision plus scolaire où on se dit là j'ai certains profs qui pensent comme ça, où le but de l'esprit critique c'est avant tout de réussir à l'école, et puis comme ça on deviendra une personne plus cultivée, on aura une belle culture, on a une réflexion personnelle, et c'est ça l'esprit critique. Donc je me retrouve avec tout ça, et ça m'a du coup obligé à ça m'a poussé à remettre en question ce que moi-même j'ai appelé l'esprit critique, en me disant est-ce que l'esprit critique c'est un truc? Et je pense qu'à la fin non, en fait, genre, je viens des fois de façon provocante, j'ai envie de dire que je ne crois plus à l'esprit critique, dans le sens où je crois plus que ce soit une chose, parce que il y a trop de discours autour de ça, il y a trop de visions différentes, et moi j'en viens plutôt à me dire quand on dit qu'on veut faire un truc autour de l'esprit critique, de quel esprit critique on parle en fait? Qu'est-ce qu'on met derrière? Quel genre de démarche, quel genre de savoir, quel genre de finalité? Parce que si on n'en parle pas, c'est là qu'en fait on commence à tout mélanger parce qu'on utilise un même mot. Et j'en suis venue également à questionner le simple fait de s'appuyer sur la littérature à certains moments, parce que quand je regarde les premiers auteurs qui ont écrit sur l'esprit critique, comme un certain Robert Ennis qui est souvent cité, je me dis il est philosophe, il a proposé une première définition de l'esprit critique, mais sa définition, en fait, on ne sait pas sur quoi il se base. Quand on revient aux premiers écrits là-dessus, on a quand même l'impression que c'est juste quelqu'un qui a pris un mot de la société, qui n'est pas un terme scientifique, qui est juste un mot que les gens utilisent, et il s'est dit, je vais proposer ma définition, en me basant sur mon avis, mon analyse, et après, d'autres chercheurs ont répondu en faisant la même chose, mais c'est pas un terme qui est venu parce qu'on aurait fait une analyse scientifique de la façon dont les gens réagissent, ou une analyse scientifique de nos différents modes de pensée, et qu'il y aurait un mode de pensée qu'on aurait appelé esprit critique. C'est plutôt en fait à l'inverse. C'est un mot de la société, et derrière, on essaye de caler des notions scientifiques. Du coup, ça pose un petit peu de problème, et je me dis, voilà, peut-être qu'il y a certaines des définitions scientifiques qui sont pas non plus très très intéressantes. C'est pas parce que ça a été publié par un chercheur il y a 40 ans que ça doit forcément continuer à avoir une forme d'autorité. Le but, c'est pas de rejeter évidemment tous les travaux scientifiques autour de ça, mais de les réévaluer en se disant qu'est-ce qu'ils apportent vraiment, et pas utiliser ça comme une forme d'argument d'autorité pour clore le débat, dire c'est bon, j'ai la bonne définition. Voilà. Et je vais m'arrêter là-dessus. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Charlotte. C'est bon, on m'entend ou pas? Oui. Ok. Bon, très bien. Je pense que c'était vraiment très intéressant. Donc, pour tous celles et ceux qui ont des questions, gardez-les bien en tête, notez-les, peut-être, c'est même mieux. Puis on va enchaîner tout de suite avec Denis, et puis après on reviendra avec vous deux pour un temps d'échange. Voilà. Merci beaucoup déjà Charlotte d'avoir présenté tout ce travail, et je la rejoins sur énormément de points, parce que ça reflète, je trouve, vraiment assez bien, moi, aussi une expérience de terrain que j'ai acquise depuis un certain nombre d'années. Donc ça fait plaisir. Bon, biais de confirmation, ça colle. Je vais vous parler, moi, justement, de cet aspect un peu plus en lien avec le travail que je fais à la fois dans la recherche, mais aussi au quotidien, dans les formations et les interventions qui ont pour thématique cette éducation à l'esprit critique, cette formation à l'esprit critique, notamment pour les enseignants. Je vais présenter en partie comment on peut l'amener, ce questionnement autour de l'esprit critique et de l'éducation à l'esprit critique pour des professeurs de toutes les disciplines, que ce soit aussi pour le premier degré que pour le second degré, et que ce soit en formation initiale ou en formation continue, c'est-à-dire pour des étudiants qui veulent devenir enseignants, ou des professeurs qui sont déjà des enseignants, toutes des enseignants qui sont déjà en poste, quelle que soit la discipline. Ces formations donc s'adressent à tout ce monde-là, et finalement, je me disais en écoutant Charlotte, ça va être une forme de mise en œuvre de ce qui est dit, et je voudrais aussi tordre le cou ainsi à beaucoup de choses qui sont dites sur ces formations par des personnes qui souvent ne les voient pas, qui ne les connaissent pas,
Et ça me donne l'occasion, et c'est pour ça que je remercie le Cortex, de pouvoir en discuter, de pouvoir en parler, et au moins on discute sur des bases un peu communes. Alors même si en une demi-heure, c'est un peu court pour arriver à tout présenter, je vais essayer de dégager les plus grands enjeux. D'abord, juste pour vous présenter, ça c'est un peu les objectifs qu'on se donne dans ces formations, donc qui concernent essentiellement, comme le rappelait Charlotte, j'ai un poste dans l'Académie d'Aix-Marseille où j'exerce ces fonctions de chargé de mission autour de la question de l'esprit critique. Donc voilà, ça c'est une proposition de formation où on va proposer aux collègues donc de à la fois maîtriser les enjeux et les bases théoriques de cette éducation, de cette formation à l'esprit critique, de faire le lien entre sa discipline, sa spécialité et l'éducation à l'esprit critique, et aussi de développer pour soi-même, et pas simplement qu'en tant qu'enseignant, des savoir-être et des savoir-faire, pour arriver à mettre en place cette éducation à l'esprit critique. Ça, ce sont les contenus de manière très générale, ils tourneront autour de ça. Réfléchir à ce qu'on met derrière l'esprit critique, et ce que disait Charlotte aussi, qui me semble fondamental, c'est de se poser la question, pourquoi on va former à l'esprit critique, quel que soit finalement le terme. Et c'est peut-être là où je diverge un petit peu, c'est que pour moi, ça me gêne absolument pas de parler d'esprit critique du moment qu'on montre toute sa diversité, qu'on n'en reste pas bloqué à une dimension sociologico-rationaliste, politique, voilà. Il y a, à mon avis, un intérêt à justement jouer sur toutes ces nuances-là, les différentes définitions qui peuvent exister, ses limites, donc encore une fois les objectifs, le rôle des dispositions, je vais y revenir. Des critères aussi, on se sert beaucoup de la définition qui a été mise en avant par le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Alors là, je vais déclarer aussi mes liens d'intérêt, je fais partie du GT8, donc qui travaille aussi sur ces questions-là. Donc je suis pas neutre par rapport à tout ça, la distinction entre croyances, connaissances, opinions, les biais, les mécanismes cognitifs, le rôle du débat, l'argumentation pour travailler l'esprit critique, le rôle des valeurs et de l'éthique dans la formation de l'esprit critique aussi, et enfin un côté réflexif sur notre pratique en tant qu'enseignante ou enseignant sur des questions qui vont nous amener à ce que ça pique un petit peu. Et là, ça va nous piquer nous aussi, parce qu'on va être mis au centre même de la question qu'on demande aux élèves de traiter, à savoir comment aussi exercer son esprit critique vis-à-vis, non pas des sujets, mais la manière dont on gère ces sujets avec les élèves. Donc c'est finalement la boucle est bouclée pour terminer ces 2 journées de formation. Et pour commencer, souvent, on travaille avec les collègues sur l'enjeu de cette éducation à l'esprit critique, et de leur faire sentir qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans cette manière dont on a de poser, et Charlotte le rappelait, dès les premières lignes du référentiel du métier du professeur et en éducation, on nous dit former effectivement ou développer, faire partager les valeurs de la République, dont une d'entre elles, tout de suite après, c'est l'esprit critique. Or, n'est-il pas quelque chose d'assez paradoxal dans le fait même de dire sois critique à des personnes qu'on va former? En fait, ce qu'on interroge ici, ce n'est pas forcément l'esprit critique, mais c'est la formation à l'esprit critique, ou l'éducation à l'esprit critique. Il y en a même qui jouent sur les mots, former à l'esprit critique, former l'esprit critique. Ici, ces 2 images sont là pour faire réfléchir à ça. Lorsque je vais dire aux élèves, mais oui, vous devez développer une argumentation personnelle, comme le personnage le fait sur la gauche, et les élèves qui répondent en chœur, nous devons développer une argumentation personnelle de manière un peu automatique, il y a plusieurs choses qui se posent. Un effet un peu de groupe. Est-ce qu'ils réfléchissent tous ensemble, ou est-ce qu'ils réfléchissent par eux-mêmes? Est-ce qu'ils obéissent à l'enseignant qui leur dit de faire ça, et du coup, est-ce qu'ils sont encore en train de manifester l'esprit critique en disant oui, il faut qu'on développe une argumentation personnelle? Et puis, de l'autre côté, l'enseignant qui se pose cette question, comment les faire penser par eux-mêmes afin qu'ils pensent comme nous? Parce que là aussi, ça va être un peu le cœur de cette formation à l'esprit critique, savoir comment on se situe par rapport à ça. Est-ce que notre objectif, c'est de les faire penser d'une certaine manière, et auquel cas on a le risque qui est évoqué avec l'image de gauche, ou au contraire, est-ce que c'est de les laisser penser par eux-mêmes, mais avec le risque peut-être qu'ils sortent avec des idées que l'on ne partage pas, peut-être que même l'institution ne partage pas. Et toutes ces questions-là, elles sont animées dès les premiers instants de ces formations-là. Donc encore une fois, pas de négligence de ces enjeux qui sont fondamentaux. Pourquoi former à l'esprit critique? Alors, ça éveille donc à nouveau d'autres questions qui sont en partie regroupées ici. Donc, former à l'esprit critique, est-ce que c'est pas former au doute? Mais comment faire douter sans déstabiliser? Et pas simplement sur les connaissances qu'on va leur transmettre, mais aussi par rapport à eux-mêmes. Comment se positionner par rapport à l'éducation à l'esprit critique, si on n'imagine pas aussi l'idée pour certains enseignants qui peuvent nous dire « oui, non, mais je vais pas les faire douter jusqu'à les faire devenir conspirationnistes ». Quel que sens qu'on donne à cette question-là, elle est légitime. Jusqu'où aller en fait dans la déstabilisation?
qu'elles soient épistémiques, éthiques, comment on va se positionner par rapport à ça? Comment les accompagner aussi en évitant donc en évitant ce côté dogmatique, un peu scientiste, je rajoutais même ici, c'est-à-dire leur faire presque croire qu'il n'y aurait qu'une seule forme en fait de manière d'accéder au réel, que c'est absolument important d'avoir des croyances qui sont bien fondées, que c'est ça qui compte et qu'il y a uniquement ça qui compte. Alors bien sûr que ça compte, mais est-ce que c'est que ça qui compte? Et puis l'aspect moralisateur ou relativiste, même qu'il soit cognitif ou moral, comment on va les amener à réfléchir là-dessus en tant qu'enseignant, hein, je parle ici. C'est-à-dire, je vais me positionner en tant qu'enseignant pour amener une certaine forme de réflexion morale ou éthique à mes élèves à un moment donné, forcément, et cognitive aussi, épistémique, pardon. Et donc, j'ai pas envie de leur dire que tout se vaut, mais en même temps, j'ai pas envie non plus de leur imposer forcément une version des choses. Comment on se positionne par rapport à ça, et notamment quand ça percute des questions socio-scientifiques, d'actualité, des questions qui percutent le religieux, les croyances, les idéologies politiques. Bref, comment on fait tout ça quand on est censé incarner aussi une forme de neutralité vis-à-vis des élèves? Pour répondre à ça, en partie, j'aime bien présenter ces diapos qui citent Russell et qui déjà à l'époque disait que les élèves devraient parvenir, et c'est sur ça que j'insiste moi, à un jugement raisonnable, donc utiliser sa raison, mais il le précise sur des questions controversées. C'est-à-dire que l'esprit critique ici, en tout cas son enjeu éducatif, il porte sur des questions qui ont du sens, qui comptent en fait, et par rapport auxquelles ils devront se situer, c'est-à-dire former une opinion, et agir, c'est-à-dire avoir un comportement. Et je trouve que ça, c'est deux dimensions absolument fondamentales, qu'on oublie souvent. Parfois, on ne parle que de la partie se situer, former une opinion, mais il y a aussi l'idée de qu'est-ce qu'on fait, comment on se positionne, comment on agit, pour qui je vais voter, quel médecin je vais voir, qu'est-ce que j'achète à mes enfants, qu'est-ce que je prends une voiture électrique ou une voiture ou pas une voiture électrique, je commande sur Uber ou pas, je commande sur Amazon ou pas, qu'est-ce que je fais? Et il dit, ça demande d'être entraîné à juger de manière critique, à exercer son jugement critique, et remarquez bien qu'il ne dit pas ce que c'est ici. D'une part, d'avoir accès à une source de savoir impartiaux, donc le rôle des connaissances, hein, là il le met bien en avant, et il termine avec cette jolie phrase qui dit « Ainsi l'élève serait préparé à devenir un adulte réellement libre », entendez par là un adulte autonome intellectuellement. Mais, quand je fais remarquer aux collègues que c'est très bien dit, hein, ok, un adulte réellement libre, autonomie intellectuelle. Alors déjà, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que l'autonomie intellectuelle. Je ne vais pas l'aborder ici, mais c'est vraiment tout un aspect qu'on questionne. Hein. Est-ce qu'il est vraiment possible? Dans quelle mesure peut-on penser par soi-même? Et je voudrais faire quand même une petite parenthèse, parce que je sais qu'on a beaucoup critiqué on a un peu ri au nez des personnes qui prétendaient qu'on affirmait aux élèves, par l'esprit critique, qu'on pouvait penser par soi-même. En disant, mais non, c'est pas possible, on se base sur d'autres personnes pour penser. Bien sûr, pour acquérir des connaissances, pour former un jugement, on a besoin de l'autre, et je suis le premier à le dire, on ne pense pas contre les autres, mais avec les autres. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse quand même former une opinion. Et que cette opinion, c'est bien ça l'objectif que décrit ici Russell en tant que penseur réellement libre, personne réellement libre, c'est-à-dire qui exerce une forme d'autonomie intellectuelle dans la limite, évidemment, que j'ai évoquée, et dans le rapport qu'on a aux autres. Mais je reviens pas plus sur ce point. Ce qui m'intéresse, c'est exercer son jugement critique. Ok, mais en fait, les collègues ici disent, c'est bien beau, mais en fait, ça nous dit pas comment faire. Ça nous dit pas comment s'y prendre avec les élèves. Charlotte le disait bien, il y en a qui sont allés piocher des exemples qui existent et qui, c'est vrai, font référence souvent à la zététique ou d'autres, mais pas que, heureusement. Mais il y en a aussi d'autres qui ne savent pas comment faire, comment je m'y prends avec mes élèves. Comment j'anime un débat? Est-ce qu'un débat permet ou pas de développer l'esprit critique? Alors voilà pourquoi la définition restrictive, qui a été formulée par Pasquinelli et les collègues, et puis aussi reprise par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, elle me semble, et je répète avec tous les liens d'intérêt que je peux avoir, opérationnelle, restrictive mais opérationnelle, et qu'elle donne un cadre, en fait, aux collègues. Et à chaque fois qu'on donne un cadre, évidemment qu'on limite les choses. Mais c'est évident, en fait. Donc on ne peut pas accuser cette définition d'être restrictive puisque c'est son objectif de l'être. Et que si on reprenait la définition d'Ennis, dont a parlé Charlotte, une pensée réflexive, raisonnable pour savoir ce qu'il faut faire ou croire, très bien, mais je fais comment après? Comment je m'y prends? Développer l'argumentation? Très bien, comment je m'y prends? Travailler sur les biais cognitifs? Très bien, comment je m'y prends? Travailler sur l'épistémologie? Très bien, comment je m'y prends?
Voilà. Et en réalité, il y avait besoin d'un cadre. Et c'est ce cadre-là qui est questionné. Il est tout à fait questionnable. C'est bien une chose qui est, à mon avis, partagée par toutes les personnes de cette équipe au sein du GT8, c'est de se questionner et d'accepter justement le questionnement là-dessus. Donc cette définition, elle met l'emphase sur un mot qui est pas du tout souvent défini, en tout cas qui est sorti dans les définitions des collègues quand on leur demande, hein, c'est le mot de confiance. Alors il est un peu important dans le cadre éducatif. Alors, la définition revient sur l'évaluation de la qualité d'une information. Vous pouvez transcrire par évaluer sa fiabilité pour arriver à calibrer sa confiance ou son doute. Moi, j'aime bien rajouter parce que, en gros, d'un côté c'est doute, d'un côté c'est confiance. Bah, on déplace son curseur, quoi, d'une certaine manière, du moment qu'on a jugé de la fiabilité, qu'on a eu les critères pour y arriver. Et à la fin, on agit aussi en connaissance de cause grâce à ça. Alors évidemment, cette définition étant réduite, elle ne répond pas à tout ce qu'on peut mettre, et ce qu'a très bien souligné Charlotte tout à l'heure, autour d'esprit critique. Pour y arriver, j'aime bien rajouter qu'il faut des connaissances, on l'a rappelé, on réfléchit pas à vide, il faut savoir quand douter et quand faire confiance, c'est qu'il faut des méthodes, il faut des critères, et c'est là où on peut rassurer les collègues. Par rapport à la première diapo qui évoquait le fait de partir dans cette injonction un peu paradoxale, est-ce qu'on est légitime pour former l'esprit critique, est-ce qu'on va pas les formater justement plutôt que les aider à... Bien là, ça les rassure aussi, parce qu'il existe des manières d'arriver à évaluer la qualité d'information de manière un peu plus certaine, on va dire, un peu plus correcte que d'autres. C'est pas grave de le dire. Ces méthodes, on peut les reprendre dans plein de disciplines différentes, que ce soit en sciences ou ailleurs, mais en tout cas, on peut y arriver un peu mieux grâce à ces outils. Pour reprendre le terme d'outil, je devrais peut-être garder celui de critère, mais c'est tout à fait discutable. Ensuite, c'est un point aussi qui est là, mais pas important, c'est de savoir se remettre en question, se questionner, s'interroger sur ses opinions, ses choix, écouter, donc toute cette partie disposition que je vais évoquer pour terminer tout à l'heure. Et arrive un moment un peu important dans ces formations aussi, alors ça arrive pendant la première journée, ça arrive plutôt à la fin, plutôt au début, ça dépend en fait des groupes, mais forcément les collègues vont arriver avec des questions sur « Ok, mais c'est bien beau d'évaluer l'information, c'est bien beau de savoir si elle est fiable ou pas, c'est bien beau de savoir, en gros, trier les croyances, les connaissances, les preuves, les arguments pour cerner la réalité du monde, c'est absolument nécessaire, mais on sent bien qu'il nous manque quelque chose. Et ce qui nous manque ici, c'est tout ce que font les collègues aussi quand ils participent à cette formation de l'esprit critique et qui n'était pas clairement donné dans cette définition. Et en gros, qui dirait, mais ça y est, je vois à peu près comment le monde est, je sais que c'est important d'avoir des connaissances de base pour bien savoir. Et ensuite, il faut que j'agisse. Il faut que je fasse des choix. Il faut que j'achète mon paquet de biscuits. Il faut que j'aille voter. Il faut que je prenne ma voiture ou pas. Il faut que je commande ici ou là. Et pour ça, évidemment qu'il y a d'autres choses qui vont jouer. Évidemment qu'il y a d'autres critères qui vont rentrer en jeu. Et souvent, ce sont des critères axiologiques ou qui font appel à de la morale ou à l'éthique. Et là, on rentre avec des petits pas, là, parce qu'on se dit, oh là, moi, en tant qu'enseignant, je vais devoir travailler sur ces questions-là aussi. Et on leur fait réaliser qu'ils le font, en fait, déjà. Former ou travailler sur le développement durable, c'est un travail, en fait, sur les valeurs et sur des objectifs qu'on se donne. C'est dire que c'est mieux de le faire que de pas le faire. Il y a plein de sujets comme ça dans lesquels on mobilise déjà un certain nombre de ces critères-là qui tiennent lieu de savoir ce qu'il faudrait faire dans une situation donnée, en gros, comment agir en connaissance de cause, bien entendu. Et ça, cette dimension-là, elle est absolument fondamentale pour la suite. Alors, je voulais vous l'évoquer avec des sujets, et pour vous montrer la diversité de ce que peut, là, je vous ai mis qu'une 1% de ce qui arrive à nos oreilles en tant que formateurs, formatrices, parce qu'on est plusieurs à faire ça, j'ai oublié de le dire quand même, c'est important. Je suis pas le seul, et il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille, et heureusement qu'ils sont là. Donc voilà, s'ils m'écoutent, je les remercie évidemment d'être là à former un groupe, et pas que, mais il y en a plusieurs à droite et à gauche qui travaillent sur ces questions-là. Bon, en tout cas, quand on est dans la position du formateur, de la formatrice, on a des exemples en fait de collègues de ce qu'ils nous disent faire avec les élèves et des thématiques qu'ils abordent. Et regardez la variété des choses. Ça va de travailler sur la question croyance, est-ce que ça s'oppose aux connaissances? Ça va sur un sujet comme apprendre à distinguer les infos et les intox, ça c'est classique, mais aussi comment installer des rituels en classe pour travailler ces questions d'esprit critique. Je vous ai mis des sujets comme voyez, la participation à la démocratie scolaire, comment on peut l'améliorer, comment est-ce qu'on va décider ensemble.
une prof d'anglais qui me disait qui faisait travailler ses élèves sur comment la société américaine gère-t-elle l'histoire de l'esclavage. Une autre collègue qui travaillait sur faut-il interdire ceux qui blessent en EMC. Donc comment arriver à jauger là cette question du ça nous blesse, mais est-ce qu'on a le droit de le dire, de le faire? Qu'est-ce qu'une bonne preuve? Les éléments culturels sont-ils intouchables? Enfin, vous voyez la diversité, le travail sur les stéréotypes, les préjugés, les discriminations, le racisme, l'antisémitisme. Comment représenter les migrations internationales? Vous voyez, là on a des enjeux qui sont forts. On va parler de graphique, de mise en œuvre des chiffres. Bref, c'est quand même assez vaste. Et encore une fois, j'espère bien qu'en disant tout ça, on voit que cette question de l'éducation à l'esprit critique, vue comme simplement, parfois certains l'entendent, de l'éducation au rationalisme, au biais cognitif, à la zététique, c'est pas du tout ça. Et on fait partie certainement des personnes qui en font le plus. Donc, s'il y a bien des formations à l'esprit critique qui seraient modélisantes à tort ou à raison, en tout cas, en nombre, c'est bien celle-ci. Et voilà ce qu'elles permettent de dégager aussi parmi les collègues enseignants. Je voulais le dire une bonne fois pour toutes. Je vous l'ai dit, il y a un aspect quand même qui ressort quand on demande aux enseignants ce qu'ils mettent, aux enseignants et aux enseignantes ce qu'ils mettent derrière l'esprit critique, c'est cet aspect, pas simplement, Charlotte l'a rappelé aussi, pas simplement former des méthodes ou des compétences, plutôt des capacités, mais aussi c'est former des personnes avec des dispositions. Là, on parle d'attitude. En psycho, ce serait pas tout à fait exact, mais on va dire plutôt des dispositions, des manières d'être, des savoir-être, presque même des qualités en quelque sorte intellectuelles. En philosophie, on parlerait de vertu épistémique ou vertu intellectuelle, que vous voyez ici écrit en noir sur le fond orange, et qui ne s'oppose pas, mais qui complète en réalité l'approche capacitaire en quelque sorte de l'esprit critique. Ce qui fait dire que l'esprit critique, c'est, et on le sait depuis longtemps, ça a été formulé par d'autres philosophes ou chercheurs et chercheuses qui disaient, oui, mais il y a deux dimensions dans cet esprit critique, en plus des connaissances, qui sont de l'ordre des dispositions et des capacités ou compétences ou méthodes, comme vous voulez les appeler. Et ça, il me semble que c'est un des points absolument fondamentaux pour non pas assurer de former des personnes qui savent bien faire tout ce qu'on a dit, mais qui sont aussi dans une attitude pour y parvenir, avec une forme de volonté de le faire, une forme de motivation à le faire. Et là, c'est plus, il faut aller chercher je vous ai mis quelques références aussi, plutôt dans l'épistémologie des vertus, où on a développé tout ce travail de dire, mais ces vertus intellectuelles, elles sont là pour permettre d'assurer une forme de transfert de toutes les compétences qu'on peut travailler en lien avec l'esprit critique. Je vous en ai mis juste quelques-unes, je les fais défiler rapidement, et on en connaît certaines, on les répète souvent, un peu comme des mantras, parce que c'est important l'ouverture d'esprit, c'est important l'humilité intellectuelle, c'est important la curiosité, etc., etc. Alors oui, c'est important. Et puis arrive la question fatidique des collègues. Et t'es bien sympa, mon cher Denis, mon cher collègue formateur, mais comment on fait? Comment on fait pour travailler ces questions-là? Et puis, est-ce qu'on est bien légitime à former Parce que là, on forme des personnes, d'une certaine manière. On forme des penseurs critiques, des penseuses critiques, on forme des caractères critiques. Alors, quelques pistes pour réfléchir là-dessus, qui sont issues de la littérature dont je vous ai parlé juste avant. D'abord, l'exemple. Il y a un ensemble de choses qui ressortent, c'est incarner ces dispositions, avoir tendance à être plutôt curieux, à être plutôt flexible quand on voit qu'on s'est trompé, à être plutôt quand même honnête intellectuellement, reconnaître qu'on a pu se tromper, donc être aussi humble. Alors attention, je l'ai pas dit, mais l'humilité, c'est pas juste reconnaître qu'on est faible ou qu'on n'est pas bon. C'est savoir quand on est pertinent et compétent d'une certaine manière, savoir quand on l'est pas. C'est donc arriver à sentir quand on dépasse un peu le cadre de ce qu'on sait faire. Et donc, une manière de l'être, une manière de le faire passer, c'est aussi de l'être. C'est d'incarner donc ça. Ou trouver, là aussi, les auteurs qui parlent de ce sujet-là parlent de se servir de personnages iconiques d'une certaine manière, mais iconiques pas forcément dans un sens parfait. Que vous preniez un Dr House ou un Sherlock Holmes, ils sont pas parfaits. Que vous preniez un Isengrin ou un Renard, ils sont pas parfaits. Que vous preniez un Pasteur ou une Marie Curie, bon, Marie Curie, elle était sans doute parfaite. Mais bon, évidemment qu'ils ont certaines qualités intellectuelles dont on peut discuter et voir leurs travaux aussi à travers, ou leur histoire à travers ce prisme-là. Le deuxième point, c'est partager en quelque sorte l'expérience de ces dispositions, les faire vivre. Et pour les faire vivre, non seulement il faut les définir et les remarquer quand elles se présentent à nous, et donc aux élèves,
mais aussi être capable donc de les encourager par des dispositifs qui sont, alors là on n'invente rien, hein. Le travail en groupe, du moment qu'il est bien organisé, le débat, du moment qu'il est bien géré aussi, sont là pour exercer ces dispositions, les faire vivre aux élèves et les faire remarquer. Et en réalité, par un travail un petit peu méta qu'on fait avec les enseignants, toutes les formations visent aussi à faire ça, à les faire vivre, à faire vivre ces moments où on va les regarder et se regarder après coup. Moi, j'aime bien souvent dire ça. Je jette en gros un pavé dans la mare, on prend une bonne discussion, et puis là, je vois que ça anime les choses, et je note dans ma tête tout ce qui se passe. En tout cas, j'essaie. Et puis ensuite, j'arrête. Et je dis, regardez, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment on a réagi là? Qui a dit quoi? Moi, le premier. Comment j'ai mal vécu le fait que tu m'aies dit ça comme ça, que lui, il ait dit ça à elle, ou lui, qu'il a... Enfin, comment on va prendre du recul sur ce qui s'est passé, et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux peut-être pour là, ou pas, parce qu'on n'était pas en situation de le faire, pour arriver à gérer ces questions-là. Alors, je voulais terminer, il me reste 3 minutes, je voulais terminer par quelques travaux que j'ai pu effectuer sur ces questions-là, parce qu'elles m'intéressaient fortement, mais dans un travail de thèse, on n'a pas toujours le temps de tout explorer. Alors, moi j'ai essayé de me questionner sur est-ce que les formations que l'on faisait, elles avaient un effet sur, entre autres, je vais parler que de ça, sur ces dispositions épistémiques ou critiques, je les appelais plutôt épistémiques, mais peu importe, chez les enseignants. Et donc, j'ai travaillé sur des formations en comparant 2 types de formations, une approche EMI, donc éducation, médias et l'information, et une approche centrée plutôt sur ce que je vous ai décrit avant, et on comparait en fait les enseignants de ces formations-là, qui donc après une journée, donc 2 journées pardon, allaient subir quelques tests avant et après, donc on comparait évidemment avant et après, et j'ai enquêté sur 2 dispositions particulières, l'humilité intellectuelle dont je vous ai parlé, et la rationalité épistémique, qui se définit comme cette tendance à aller chercher des preuves solides pour forger son opinion, en gros, le fait même que ça compte pour nous. Et pour aller très vite, on observe que si au départ les 2 groupes étaient sensiblement identiques, et il n'y avait pas de différence significative entre les 2 groupes, après la formation, on a observé, par rapport donc au groupe contrôle, en quelque sorte, le groupe contrôle étant le groupe EMI, c'est un groupe actif, on va dire, eh bien les dispositions tendaient à augmenter significativement par rapport à la position de départ, mais aussi entre les groupes, à augmenter dans le sens d'une meilleure, on va dire, humilité intellectuelle, une meilleure rationalité épistémique. Alors, pour être tout à fait transparent, ces échelles sont des échelles autodéclaratives, et donc ce qui ne vaut, c'est pas la valeur évidemment finale, c'est l'écart qu'il peut y avoir entre les deux, sachant qu'évidemment on ne demandait pas, on n'expliquait pas aux enseignants que voilà, ils allaient être évalués là-dessus et que il fallait évidemment booster leur contenu, ou leur manière d'être, ou leur déclaration de manière d'être autour de ces questions-là. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. J'essaie d'être concis. J'espère que nous aurons l'occasion de discuter de tout ça. Une petite dédicace à mon cher ami Richard, mon voisin, qui ne cesse de répéter que l'esprit critique ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Auquel je rajouterai juste oui, l'esprit critique et toutes ses dispositions et toute sa complexité, et tout ceci ne va faire que s'user dans le mauvais sens du terme si on ne le remet pas en question en permanence. Merci pour votre attention, même à distance, et c'est parti pour la suite. Eh ben, merci beaucoup, Denis. C'était aussi passionnant. Je suis persuadé qu'il y aura plein de réponses, plein de questions plutôt, et des réponses aussi d'ailleurs. Merci à vous deux. Alors, je vous laisse reprendre votre souffle et vos esprits, donc à la fois vous et peut-être les gens qui nous écouteront. Et je vais vous glisser quelques infos supplémentaires. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les séminaires douteux auront lieu tous les 2 mois. Donc au moins pour cette année, ce sera comme ça. Et donc, si vous comptez bien, le prochain aura lieu à la fin du mois de janvier. On n'a pas encore la date exacte, mais si tout va bien, on devrait accueillir Hugo Mercier et Maxime Derex. Donc le sujet exact reste à définir, mais ce sera autour de la dimension collective du raisonnement et de la production de connaissances. Comme lors de cette première édition, nous mettrons en ligne un pad quelques semaines avant le séminaire. Vous pourrez poser vos questions en amont et les intervenants pourront en prendre connaissance pour structurer leurs propos en fonction des attentes du public.
Et deuxième chose, ça n'a rien à voir avec le séminaire douteux, mais je le glisse quand même. Vous pouvez en ce moment retrouver sur le site du Cortex une série de 6 articles exclusifs proposés par Cédric Stoltz, chercheur en philosophie, autour de la question de la subjectivité de la preuve. Donc, c'est un contenu très copieux et assez pointu. On est très heureux de l'accueillir sur le site, donc on vous invite à aller le découvrir. Et enfin, avant de passer à la partie échange, quelques petits remerciements. D'abord, merci et bravo aux camarades du Cortex, avec qui on a planché sur ce petit projet depuis un petit moment, et on est content que ça se fasse. Merci aussi à Vortex qui a mis à disposition l'instance Big Blue Button sur laquelle nous sommes accueillis actuellement, et à Nicolas Vivant pour le coup de main sur la partie technique, qui est aussi militant, on va dire, dans le milieu de l'esprit critique, mais aussi du libre. Et ouais, voilà. On souhaitait au maximum utiliser des solutions libres et on est très content d'y être parvenu. Et enfin, merci encore une dernière fois aux 2 intervenants et intervenantes de ce soir. On vous embête à vous poser des questions très critiques un dimanche soir, mais c'était très gentil à vous d'être là et d'avoir participé à cette première édition des séminaires. Voilà, mais du coup, on va passer à une partie échange, si j'oublie rien. Voilà, peut-être une première question, si quelqu'un veut lancer. Je suis sûr qu'Emmanuel est plein de questions. Alors, moi, je suis pareil. Déjà, merci à vous deux. C'est super de vous entendre. Je vais vous poser une question. Je pense je suis pas le seul à avoir cette question en tête, parce qu'il y a des choses qui nous travaillent au Cortex. On aimerait bien votre avis. L'esprit critique, l'expression esprit critique, on garde, on jette, on en fait quoi de ce truc? Vous savez qu'elle est problématique depuis un moment. On se pose des tas de questions sur faut-il la garder ou non, à quel point on la transforme, qu'est-ce qu'on mettrait à la place. Vous en pensez quoi, tous les deux? Moi, je dirais que ça dépend du contexte, en fait. Parce que il y a quand même cet intérêt d'avoir un truc qui peut être rassembleur, ou à certains moments, c'est quelque chose qui est valorisé, qui permet aussi des fois de créer des festivals, de créer des événements, de créer des choses autour de ce terme. Et c'est justement parce qu'il est un peu malléable. Et c'est aussi une chose que je vois pour les enseignants, en fait, le fait qu'on peut faire différentes choses pour favoriser l'esprit critique ou non de l'esprit critique, ça permet aussi une certaine créativité, ça permet des choses intéressantes, et ça permet aussi peut-être de faire que des gens avec des points de vue des fois un peu différents sur le sujet puissent se rencontrer alors qu'ils utilisent le même terme, alors que de base, peut-être qu'ils ne se seraient pas parlé. Et en même temps, il y a effectivement le problème on met pas du tout des fois le même truc derrière, et on est en train de mettre dans un même panier des trucs qui sont très très différents, des capacités qui sont différentes, qui se développent pas de la même manière, et ça peut créer des incompréhensions et tout. Donc moi je pense que tout dépend du cadre, et je pense que des fois il y a moyen de trouver un entre-deux. Tu vas parler de compétences critiques, développer une argumentation critique par exemple, comment utiliser le débat pour se former une opinion plus critique, ou au contraire évaluer de manière critique les informations médiatiques. Tout de suite on comprend que c'est pas la même chose, et pourtant on reste sur l'idée de critique, quoi. Ouais, je rejoins Charlotte, mais je vais être peut-être un peu plus dans la vision de la maison, quoi, de l'éducation nationale. Je rejoins là, tout ce que tu as dit, mais ça me semble effectivement important dans le contexte dans lequel on est d'avoir une expression qui permet d'expliquer en fait ce qu'on va faire. Et le problème, c'est ça, c'est juste d'avoir un mot, une expression qui décrive tout ce que tu as dit. Et je suis perpétuellement embêté en réalité, parce que par exemple, dans l'Académie d'Aix-Marseille, comment faire la distinction entre des formations EMI et esprit critique, et ce qu'on fait? Comment je les appelle en fait? Comment je l'appelle si ce n'est par esprit critique ou éducation à l'esprit critique? C'est un vrai souci. Donc pour moi, c'est nécessaire d'avoir un mot qui fédère ça, et c'est aussi aux chercheuses et aux chercheurs, et c'est à toutes les personnes qui travaillent sur cette question-là, d'essayer d'appuyer que ce contenu-là, il soit le plus possible à la fois bien défini, dans sa complexité, mais quand même qu'on sache un peu de quoi on parle. Voilà, que ça parte pas dans tous les sens. Je crois que c'est vraiment les deux ensemble qu'il faut justifier. Mais encore une fois, qu'on l'appelle esprit critique ou qu'on l'appelle autre chose, je vais dire, je m'en fiche, mais il faut quand même qu'on ait une étiquette qui permette de parler de tout ce que vient de dire Charlotte. Voilà comment répondre pour moi à cette question.
Merci à vous deux. Et on peut enchaîner avec d'autres questions, sachant que, c'est bon de le rappeler, il y a des questions qui étaient... il était possible d'écrire des questions à l'avance dans un pad qu'on avait partagé sur les réseaux en ligne. Et il y a quelques questions qui viennent de là. Alors, je ne sais pas si d'autres collègues veulent poser une question en direct ou si on prend les questions directement qu'il y a dans le pad. Moi, je sais pas si quelqu'un veut intervenir. Alors, je vais faire coup double parce qu'il y a une question dans le pad, mais c'est moi qui l'ai posée, donc je vais la redire ici. Je me demande à quel point ces questions, et je sais pas si vous savez d'ailleurs, elles se posent dans d'autres pays parce que j'ai l'impression qu'on se prend beaucoup la tête sur esprit critique, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, les enjeux qu'il y a derrière, etc. Est-ce que c'est dans les systèmes éducatifs ailleurs en Europe ou même ailleurs? Est-ce que vous savez si c'est aussi des enjeux actuels? Alors, c'est sûr que c'est un enjeu parce qu'il y a de plus en plus de travaux. Tu as carrément comment dire, il y avait un dossier de l'OCDE là-dessus. C'était justement créativité et pensée critique. Alors bon, l'OCDE, c'était forcément lié à des questions économiques, de travail, tout ce qu'on veut, de soft skills. Voilà, c'est pas forcément les trucs qui, moi, m'intéressent le plus, mais ça montre qu'en tout cas, c'est un enjeu transversal dans plein de pays. Dans les pays anglophones, notamment États-Unis, Grande-Bretagne, tu as carrément des cours qui s'appellent Critical Thinking, souvent pour des étudiants de licence, avec des fois un sens un peu plus restreint qui est très, quand tu regardes les manuels de pensée critique, ça reste quand même très logique informelle, les arguments fallacieux. Voilà, de temps en temps, t'en as qui intègrent quelques-uns de trucs sur les biais cognitifs et tout, mais voilà, on est beaucoup sur ces sujets-là, très philo, et ça intègre pas tout, quoi. Donc ça se pose, et il y a une manière différente de l'empoigner, quoi. Mais voilà. En tout cas, le simple fait que la littérature sur la pensée critique, elle soit majoritairement en anglais, ça dit déjà que clairement ces questions, elles se posent ailleurs. Et c'est très très souvent posé en lien avec des questions éducatives. Ça, c'est un truc aussi qui est fort, c'est que moi je m'étais dit, je vais aller chercher la littérature sur l'esprit critique. Tu penses que voilà, potentiellement serait juste sur certaines manières de penser et tout. Et premier truc, c'est tout de suite, très vite, relié à des enjeux éducatifs. C'est tout de suite la question, comment on le développe, comment on vérifie ça, comment on le mesure, comment on évalue. Donc, la façon même de le développer est liée à des enjeux éducatifs, en fait. Pas mieux. Peut-être un petit point sur le Québec. Moi qui a été, quand j'ai repris mes études, en fait, il y a quelques années, et que je me suis intéressé à ça, donc c'était vers 2008, et les seules sources, moi, que j'avais en français, parce que j'essayais aussi de trouver des choses en français, c'était le Québec. Voilà, et je voudrais citer, je dis pas mon ami, mais on a quand même échangé quelques fois, Jacques Boisvert, voilà, qui a dû voir aussi Charlotte, qui a quand même pas mal écrit sur la question, à l'époque, un vieux de la vieille, comme on dit, et qui a essayé de formaliser tout ça, d'essayer de le mettre au clair, de faire des cours. Donc voilà, Québec aussi. Mathieu Gagnon aussi, qui travaille beaucoup dessus, qui fait plein de trucs en lien avec la question de la philosophie pour enfants, et la philosophie à l'école sous d'autres formes que le cours de philosophie tel qu'on le connaît en terminale. Donc plein de choses autour de l'argumentation qui se font au Québec. Très bien, merci à vous. Merci. Est-ce que tu veux que je pose une autre question du pad, Nicolas? Mais tu fais ce que tu veux, Emmanuel. Bah, c'est parfait, Nicolas. Question 3 dans le pad. Comment distinguer pédagogiquement parlant, éducation à un esprit critique émancipateur et formatage intellectuel? Entre guillemets, transmettre l'esprit critique, c'est apprendre aux autres à penser comme moi. Donc, comment distinguer pédagogiquement parlant, éducation à un esprit critique émancipateur et formatage intellectuel? Je laisse Denis commencer pour changer. Ouais, c'est juste que il me semblait à essayer d'y avoir... Bon, je sais plus parler. Il me semblait avoir tenté d'y répondre pendant la présentation. Distinguer les deux, bien, en réalité, il faut être capable de se poser la question en permanence. Qu'est-ce que je fais quand j'agis de manière à enseigner, former l'esprit critique? Est-ce que je suis pas en train de formater? Est-ce que je suis pas en train de dire ce qu'il faudrait penser plutôt que de donner des moyens de réfléchir à la question? Donc, le plus important pour moi, c'est de se poser la question. C'est ce que je dis souvent aux collègues. Du moment que vous vous posez la question, vous allez faire attention. Parce que, évidemment, le problème, ça serait de formater. Pour faire rigoler, je dis toujours aux collègues, pour qu'ils comprennent bien, je dis, imaginez qu'il y a un inspecteur de l'esprit critique. Qu'est-ce qu'il viendrait faire, en fait?
Il viendrait vous dire comment il faut penser de manière critique. Non. En réalité, si jamais un tel inspecteur existait, il devrait vous aider, vous accompagner à vous poser des questions et à vous donner des repères, comme je disais tout à l'heure, des critères, par exemple, pour essayer si l'objectif c'est d'essayer de trier l'information, d'arriver à bien trier l'information. Si c'est travailler sur le débat et l'argumentation, comment on arrive à le faire? Si c'est de travailler sur la question des valeurs, comment on peut travailler sur la question des valeurs? Donc voilà, c'est vraiment de cibler en fait, des manières de travailler avec les élèves. Et dans ce cadre-là, il me semble qu'on ne serait pas du tout dans dans le formatage, mais plus dans bien cette éducation à l'esprit critique. Je pense que tout est centré sur qu'est-ce qu'on évalue et qu'est-ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde le résultat, la production, qui est la vie de la personne à un moment donné? Est-ce que c'est voilà, la réponse de l'élève ou est-ce qu'on se focalise sur la démarche qui a été suivie? Et c'est là aussi, du coup, revenir aux critères, comment la personne elle est arrivée à telle conclusion. Est-ce que moi, je trouve que c'est toujours intéressant de passer par la réflexivité, donc tout ce qui est métacognition, mais aussi ce que la cognition, donc penser sur ses pensées. Mais réflexivité, ça peut être plus large que ça. C'est pas que mes pensées, ça peut être aussi ma posture, qui je suis. Est-ce que j'ai conscience, voilà, de le fait que je sois une femme dans cette société, machin. Quel impact ça peut avoir sur différentes situations, par exemple, ce genre de choses. Ou avoir avoir ce recul sur soi à différents instants. Est-ce que j'ai conscience de mes valeurs et de comment ça influence mon opinion? Bah, ça, c'est des choses qu'on peut regarder, en fait, sans dire à la personne que son opinion, elle est bonne ou elle est mauvaise. Juste, est-ce que, voilà, je sais pas, on prend n'importe quel truc politique du moment, on prend Nicolas Sarkozy qui écrit un bouquin en 60 prison, quel est mon avis dessus, d'où vient mon avis, en fait? Est-ce que je me suis basée sur des informations? Est-ce que ces informations, elles sont correctes? Bon, ça, on peut quand même le vérifier. Après, quelles sont mes valeurs? Est-ce que je suis capable d'avoir des arguments sur le sujet? Ou est-ce que je me rends compte que je suis juste en train de répéter ce que les gens autour de moi pensent? Et c'est là, comme ça, à mon avis, qu'on arrive à se dire, bon, bah, est-ce que cet esprit critique, il m'aide à clarifier ma pensée ou est-ce qu'il m'aide ou est-ce qu'on me mène à avoir le même avis que la personne en face de moi? Alors, je voudrais compléter juste, Charlotte, ou t'interroger là-dessus, parce que comment tu réagirais par rapport à ce dilemme que je vois souvent chez les collègues qui vont te dire, OK, très bien, mais si, bon, c'est plutôt moi qui leur pose, mais sur la question d'évaluer, par exemple, la solidité d'une preuve. OK, le consensus scientifique, ça sera toujours mieux que mon avis à moi en regardant dehors par la fenêtre. Ça, c'est assez facile à discuter, à faire passer. Mais quand on parle justement de cette question des valeurs, il y a, par exemple, une situation où des enseignants pourraient avoir envie de travailler sur les valeurs de la République. Et donc de faire réfléchir les élèves à ça. Sauf que, admettons qu'à la fin de leur travail, les élèves sortent, et si on les interroge, en fait, ils les partagent pas. Non seulement ils les partagent pas, mais en plus ils partagent des valeurs complètement opposées. Donc là, on a fait le processus, on a fait tout ce qu'il fallait, en tout cas tout ce qu'on a pensé être bien pour les élèves, pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils entendent des opinions divergentes, qu'ils débattent, bref, tout est bien. Mais à la fin, on ressort avec, je caricature, des gros racistes, tu vois, ou sexistes. Est-ce que là, est-ce que j'ai fait mon job? C'est la question que je leur pose. Ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'on sort l'éducation à l'esprit critique à ce moment-là? Elle est hyper compliquée parce que je trouve que tu arrives dans le contexte où tu as des injonctions contradictoires, quoi. Où là, tu dis quelle est la priorité et à la fois, on va dire, dans ton rôle d'enseignant, après, tu peux aussi te dire d'un point de vue personnel, parce que tu as forcément, en dehors du cadre aussi, comment tu as une éthique personnelle et ta façon d'incarner ton rôle. Et je me dis, enfin, moi, je suis pas prof, enfin, voilà, j'ai la chance de ne pas être prof. Du coup, même si je produis des choses sur l'esprit critique, où je me dirais, bon, quel est le plus important, en fait, là, à ce moment-là, selon l'âge des élèves, selon les trucs? Est-ce que réussir, même si du coup, peut-être que passer par l'esprit critique, ça marche pas, peut-être qu'il faudrait pas passer par autre chose pour faire en sorte que mes élèves ne soient pas de gros racistes. Franchement, moi, si l'enjeu, il est là, je me dirais peut-être que l'enjeu, il est plutôt un truc de vivre ensemble et de tolérance. Ça paraît peut-être plus important dans un premier temps pour avoir cette base commune. Et là, il y a une question de hiérarchie aussi en tant que prof et de se dire, bon, il y a aussi, enfin, tu vois, il y a aussi, du coup, derrière une croyance peut-être sous-jacente de si on développe l'esprit critique, alors les gens, ils seront peut-être, par exemple, moins racistes, moins sexistes. Et moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des cas où tu peux, finalement, rationnellement, te dire que tu es dans une position où tu as tout intérêt en fait, à garder un point de vue raciste sur le monde, parce que pour plein de raisons, en fait, toi, ça t'avantage, quoi.
Et tu peux le voir comme ça. Et on peut dire, bah ouais, mais c'est Ouais. dégueulasse, c'est un comportement de connard. Oui, mais est-ce que être un connard, c'est forcément ne pas être critique? Et là, tout dépend de quel esprit critique on parle, quoi. C'est pour ça que je voulais t'interroger aussi là-dessus. Moi, ce qui m'a fait bien aller un petit peu plus loin sur ces questions-là, c'était la question d'obtenir un succès avec les critères qu'on va poser. Et c'est ça la question que je te posais. Est-ce qu'on considère que il n'y a qu'une forme de succès, j'allais dire, interne, dans le sens où j'ai mis en marche, j'ai mis en branle ma réflexion, ma métacognition, j'ai tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi regarder le succès externe d'une certaine manière? Est-ce qu'on peut faire l'impasse là-dessus quand on parle de penser de manière critique? Ce qui voudrait dire être capable d'examiner le résultat, quoi. Un peu comme un bon outil de mesure qui serait fiable ou pas, eh bien une bonne pensée critique qui amènerait à un résultat. Est-ce que tu crois qu'on peut arriver à ça, ou est-ce qu'on sort là aussi du champ de l'éducation de l'esprit critique? Je pense que c'est embêtant. En fait, là, on touche aussi à la question d'évaluer l'esprit critique. Et à nouveau, ça dépend par rapport à la compétence ou capacité. Parce qu'il y a des choses où, par exemple, une information qui est, je sais pas, si tu as vraiment une fake news, on va dire un truc comme ça, tu peux dire, il y a quand même une bonne réponse à un moment, de dire, cette information, elle est fausse. Par contre, un argument, tu peux pas dire qu'un argument, il est faux. Tu peux dire, il est plus ou moins robuste. Tu peux dire, voilà, il est pas assez nuancé, il est trop... Et donc, les critères, on va se dire plutôt, je pense par exemple dans un cadre argumentatif, qu'il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs cadres, il y a plusieurs productions qui seraient correctes. Et on ne peut pas dire, voilà, il y avait une seule bonne réponse. Mais on peut dire quand même que, voilà, se baser sur un ensemble de critères en disant comment est-ce que tu peux l'améliorer, jusqu'où on veut aller là-dedans. Et là, du coup, tu as justement, je pense à Mathieu Gagnon, mais aussi Marie-France Daniel là, au Québec, ils ont par exemple développé des grilles d'ANEV, d'évaluation pour l'argumentation, pour se dire, comment est-ce qu'on peut voir une argumentation qui est plus ou moins critique? Et se dire une première chose, c'est est-ce que les élèves ils sont capables d'avoir une justification? On s'en fout si elle est bien ou pas. C'est je donne un avis, très bien. Je pense que le film est nul. Pourquoi? Ah, le film est nul parce que c'est un film d'amour. Voilà, imaginons des élèves de collège, ça pourrait être un truc comme ça. Ok, il y a une justification. Ensuite, on va se dire, est-ce que l'élève il est capable d'entendre le point de vue de quelqu'un d'autre? Est-ce que est-ce qu'il n'est pas capable de poser une question à l'autre sur son point de vue pour l'approfondir? Et comment, dans l'argumentation, on peut trouver plein de petits critères comme ça qui nous permettent de voir que c'est plus ou moins critique. Ça aussi, je me dis, c'est pas critique ou pas critique, c'est plus ou moins critique. Déjà, d'avoir un peu cette nuance. Sinon, on arrive sur un truc, on l'a ou on l'a pas. Ça marche pas. Avec un truc comme l'esprit critique, ça pose plein de problèmes, quoi. On en vient à dire, je sanctionne, toi tu l'as pas. C'est un peu dangereux. En plus, avec l'idée qu'en plus, quand on a pensé de manière critique, on a pensé de la bonne manière. Donc en plus, si on nous a dit t'as pas pensé de manière critique et c'est l'école qui déjà te met des notes, te sanctionne pour plein d'élèves, ça donne une place dans la société de t'es un bon ou un mauvais élève, quel rôle t'as, et si en plus derrière on te dit en plus tu penses pas de manière critique, c'est embêtant. Et oui. Merci à vous deux déjà pour ça. Et je crois qu'on a deux questions du pad qui peuvent se raccorder, qui vont faire un peu la suite de ces discussions sur l'esprit critique, dans ses conséquences comme dans ses limites. Il y a déjà la question de savoir si est-ce qu'il existe des outils de mesure pour vérifier que les enseignements d'esprit critique sont efficaces. Déjà un morceau important, qu'on peut croiser aussi avec cette autre question. Depuis plusieurs décennies, les initiatives pour former à l'esprit critique se multiplient et pourtant on observe toujours plus de théories du complot, de dépendance aux influenceurs et aux leaders d'opinion et de doutes généralisés envers les experts. Je ne voudrais pas être pessimiste, écrit la personne, mais est-ce que vous pensez qu'on a échoué? Il y a différents types d'évaluation. Il y a là par exemple ce que je citais tout à l'heure, cet exemple-là, c'est un moyen d'évaluer l'efficacité d'une intervention. Par exemple, on va voir ce genre de grille dans la littérature, on va pouvoir vérifier après, je sais pas, un entraînement au débat pendant X semaines, est-ce que les élèves sont plus capables de justifier leurs interventions? Quel type de critères ils mobilisent? Est-ce que c'est des critères éthiques? Est-ce que c'est plutôt épistémique? Sur quoi ils s'appuient? Est-ce qu'ils arrivent à utiliser différents registres? Est-ce que ça vient que on voit des élèves comme ça qui vont des fois utiliser que le registre épistémique, mais du coup, ils n'arrivent pas à se diversifier, à dire, mais il y a d'autres types d'arguments, en fait. Il n'y a pas que ça à prendre en compte sur un sujet complexe. Donc ça peut être une manière d'évaluer. Après, il y a la fameuse méta-analyse de Abrami et tout, mais elle date maintenant, commence à dater, où ils avaient essayé d'évaluer, c'est une méta-analyse des différents types d'interventions visant à développer l'esprit critique. Bon, là, le problème, c'est que derrière, c'est qu'en plus,
Ouais. Bah ouais, en fait, c'est qu'en fait, c'est une méta-analyse, donc on a envie de dire, oh ouais, super niveau de preuve. Sauf qu'en fait, dans la méta-analyse, comme on disait, l'esprit critique, il y a plein de choses derrière. Ouais. Et donc, en fait, on est en train de comparer des interventions qui font des choses assez différentes. On les a toutes agrégées et on a essayé de donner un résultat pour dire, bon, il y a des trucs qui marchent plus ou moins un peu mieux que d'autres. Et puis, il y a des trucs flous, genre on dit, situation authentique, ça marche mieux. Et moi, je me dis, quel genre de situation authentique? Ouais. Très large situation authentique. Est-ce que situation authentique, c'est débattre sur un sujet qui intéresse les élèves ou est-ce que c'est analyser une fake news qui était vraiment sur Facebook? La même chose. Et puis les vécus avec quels outils les évaluer aussi, tout ça. Ouais. Tu vois, est-ce que c'est toujours les mêmes outils qui étaient mobilisés? Est-ce qu'on en reste surtout à ce que tu disais, des évaluations de compétences logiques aussi, ou qui a beaucoup de tests comme ça, donc c'est problématique. Aussi, ouais, il y a des échelles pour essayer d'évaluer l'esprit critique à l'échelle individuelle, mais là, pareil, du coup, c'est certaines capacités qui sont testées. Il y en a beaucoup qui sont quand même centrées sur la logique formelle. Du coup, il y a des outils. Moi, j'avais pas souvenir. Enfin, voilà, c'est plutôt les grands résultats. Ils donnent des pistes, mais j'ai pas l'impression. Enfin, c'est rarement un truc très très clair qui nous dit tel type d'activité, ça marche dans tous les coups. À tous les coups, ça, c'est sûr, on n'en a pas. Il y a trop de paramètres. Et puis, pardon, Charles, il faut juste peut-être distinguer aussi, tu sais, le côté auto-évaluation dont je parlais tout à l'heure, par exemple sur les dispositions, on va voir s'il y a une évolution, mais elle est auto-déclarée, donc c'est assez limite. Et aussi voir s'il y a un effet sur leurs vraies compétences qu'on pourrait mesurer, et pas objectivement, dans le sens, voilà, c'est pas eux qui se déclarent. Donc il y a aussi des différences là-dessus, selon les outils d'évaluation. D'ailleurs, je parlais de ce qui... ah oui, peut-être je pourrais rajouter ça. Alors, évidemment, pas tout le monde est d'accord, mais je vais vous donner une affirmation qui serait la suivante. Si jamais on fait preuve d'esprit critique, alors je vais supposer qu'on est un peu mieux capable d'évaluer la qualité d'une information, donc on est un peu plus capable de voir ce qui est plutôt faux de ce qui est plutôt vrai, donc peut-être à la fin de croire un peu moins de choses fausses. Et le pari que je faisais, c'était qu'on avait une diminution aussi des croyances non fondées parmi les personnes conformées à l'esprit critique. À la suite donc de ces interventions-là, on devrait observer une diminution de croyances qui ne sont fondées a priori sur aucune connaissance scientifique. Voilà, ça c'était aussi une manière d'évaluer. Alors elle est complètement limitée, mais c'était une manière de regarder aussi s'il se passait quelque chose. Mais après, est-ce que c'est dans un cadre où on leur laisse le temps? Justement parce que je me dis, si c'est des compétences et qu'on arrive sur peut-être des croyances, enfin sur un sujet où les gens n'ont jamais pris trop le temps de l'examiner, parce que je me dis, tu peux jamais faire preuve d'esprit critique sur tout en même temps. Je me dis, je pense qu'on a tous des sujets sur lesquels on a des croyances, je sais pas, on nous dit un truc, je sais pas, sur la dette. Est-ce qu'on maîtrise tous ici la dette publique d'un pays? Est-ce que c'est différent qu'une dette? Voilà, qu'est-ce que ça implique et tout? Il y a de grandes chances qu'on ait des croyances fausses sur le sujet. Ça veut pas dire qu'on ne sait pas faire preuve d'esprit critique, mais si on me laisse pas, moi je me dis, si on me laisse pas un minimum de temps pour me renseigner, pour vérifier et tout, ouais, du coup, il y a des domaines où je crois plein de conneries. Hein. Et oui, c'est une limite, évidemment. On ne peut pas évaluer l'esprit critique juste sur les connaissances qu'on a sur les sujets. Il y a des sujets où, et ouais, c'est toujours compliqué, c'est qu'il y a des sujets où, oui, on a des infos correctes, mais peut-être parce que on n'a pas forcément été plus critique, mais juste parce qu'on est entouré de gens qui le sont, ou juste c'est... Ça me fait penser à la deuxième partie de la question, est-ce qu'on a échoué ou pas, ou est-ce qu'en voyant ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai envie de dire peut-être qu'on joue pas aussi avec les mêmes règles du jeu. Quand on voit le déferlement de l'emprise que peuvent avoir certaines informations, la manière dont elles sont médiatisées. Je parle même pas de fausses informations, je parle juste de qui informe et comment on s'est informé. Toi, si tu arrives et que tu touches très peu de personnes, je crois pas que ça soit très pertinent de juger l'effet ou en tout cas le travail qu'on fait autour de l'esprit critique par ce qui se passe dans la société. Je dirais que on serait quand même assez utopiste de rêver que ça change tout de suite, voilà, en quelques années, quoi. Déjà ça, il y a aussi pas mal de présupposés dans la question, comme le fait qu'il y aurait un lien direct des personnes essayent de se mobiliser sur l'esprit critique, mais à côté ça monte, donc on échoue. Bah ouais, mais est-ce que ça touche, comme tu disais, quelle personne ça touche? Si c'est pas du tout les mêmes sphères, bah ouais, mais bon, si on forme des gens qui n'étaient pas celles qui allaient être, par exemple, susceptibles de croire à des théories du complot, il n'y a pas de raison que ça ait un effet. Il y a aussi dans la question le fait que, par exemple, qu'il y ait de plus en plus de doutes envers les experts.
bah ça, il y a plein d'études qui montrent que c'est pas si vrai que ça, en fait. Que c'est plutôt un discours que beaucoup de gens ont, une rhétorique de les gens ne font plus confiance, on n'écoute plus les scientifiques, alors qu'en fait, les études en sociologie montrent que c'est stable, que la confiance envers certaines, il y a des croyants, enfin, la confiance envers certaines professions, comment dire, il y a des sondages qui sont faits chaque année, je crois que c'est notamment Michel Dubois, sociologue des sciences, qui parle de ça, et qui dit, bah, non, en fait, même des fois, il y a des personnes où le problème, c'est plutôt qu'ils ont une confiance trop aveugle en la science, avec cette idée que, bah, du coup, les scientifiques ont forcément raison, la science a raison, et ils vont plutôt avoir un problème, du coup, quand des scientifiques sont pas d'accord entre eux, parce qu'ils disent, bah, du coup, il y en a un qui ment, comment ça se fait? Normalement, bah là, voilà, la science, elle est unique, il y a une seule bonne réponse. Et là, du coup, bah, c'est pas une posture très critique, et donc avoir trop confiance dans les experts, sans savoir qui est expert de quoi, sans savoir situer l'expertise, sans comprendre ce que c'est qu'une controverse, ça peut être aussi un problème. Et donc, on a plein de trucs, en fait, qui sont liés, je trouve, dans cette question, qui, en fait, montrent à quel point on a tendance à mettre dans un même sac plein de choses et de faire des liens de cause à effet qui sont pas toujours... Enfin, voilà, où dans les faits, c'est tellement complexe. Je me dis, bon, tu peux juste vérifier... tiens, après ma formation auprès de mes profs, 2 semaines après, est-ce qu'ils ont changé leur pratique? Et là, tu peux avoir un petit retour, quoi. Ouais, non, mais c'est tout, hein. C'est clair. Et ça pose aussi, moi je me dis même la question de est-ce que si si l'objectif c'est avant tout lutter contre les théories du complot, est-ce que la meilleure manière de faire c'est de l'esprit critique, ou est-ce que c'est d'autres choses? En fait, je me dis, les gens, tout dépend de pourquoi ils y adhèrent. Je me dis, il y a des personnes, ils vont se retrouver dans ces milieux-là parce qu'ils sont seuls, qu'ils trouvent un réseau de soutien, parce que plein de raisons. Et ils pourraient être plus critiques, mais en fait, ça prend une telle place dans leur vie que ça devient trop complexe. Et je me dis, lutter contre la solitude, peut-être que ça les aiderait plus. Enfin, ça dépend de ces personnes, ça dépend de plein de facteurs, et ça dépend de pourquoi les gens ils y adhèrent, ça dépend de pourquoi ils y restent. Et voilà, d'où le fait un peu de segmenter. Et je pense que l'esprit critique, c'est juste une petite pierre parmi d'autres, mais ça va jamais tout changer d'un coup. Enfin, je pense aussi à ça parce que c'est des discours que j'entends beaucoup, genre dans le domaine politique, on va favoriser l'esprit critique pour lutter contre l'extrême droite. J'y crois pas. Je veux dire, j'y crois pas du tout. Enfin, je me dis, oui, bon, peut-être ça va donner des petites idées, mais je pense pas que quelqu'un qui est complètement convaincu par ce genre d'idées va changer du jour au lendemain parce que il a fait une formation de 10 heures sur le sujet, quoi. Enfin, Eh oui, bah, je suis un peu plus optimiste sur la question en me disant que c'est ce qu'on met derrière l'esprit critique aussi, tu vois, peut-être, à nouveau. Oui. Parce que si tu reprends, là, la psychosociale, elle est là pour nous aider aussi. Toutes les manières qu'on a d'envisager les interactions entre groupes différents, il y a quand même des choses qui peuvent marcher. Donc, est-ce que quand on fait ça, on fait l'esprit critique? Ben, ça dépend. Si tu l'appelles esprit critique, ça sera l'esprit critique à ce moment-là. Donc, je me dis que... Mais si ton esprit critique, tu vois, si c'est un truc sur les biais cognitifs, juste à ce moment-là, je suis pas sûre. Évidemment. Mais c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on met derrière? J'ai une question à ce sujet. Charlotte, à un moment dans ton exposé, tu as dit finalement, il y a, chaque prof se retrouve à avoir une définition de l'esprit critique différente. Et après, tu as montré le grand tableau avec les conceptions qui viennent de la littérature, celles que tu as pu extraire depuis les entretiens avec les profs. Et en fait, en voyant le tableau, je me demande, mais est-ce qu'il y a des éléments qui se recoupent entre ces définitions, ou est-ce que entre ces définitions, il y en a qui finissent par être totalement, j'ai pas le terme, mais étanches, enfin, qui sont totalement disjointes les unes des autres, et dans ce cas, on peut plus parler d'esprit critique. Enfin, tu l'as dit à la fin, c'est pas un concept unifié, mais dans ce cas-là, il regroupe vraiment des trucs qui ont rien à voir entre eux. Bah, en fait, ce tableau, j'ai essayé, comme je disais, c'est une typologie, donc c'est vraiment une reconstruction intellectuelle où j'ai volontairement essayé d'appuyer les différences. Et c'est pas, comment dire, il n'y a pas de correspondance parfaite avec ce que les gens disent. Donc il faut bien le voir comme ça, comme plutôt un cadre, où ce que j'ai remarqué plutôt, c'est que dans les discours des profs, il y a toujours un mélange d'au moins un ou deux trucs, et c'est juste qu'il y a une sorte de dominante plus ou moins forte. Mais il y en a qui vont être difficiles à... En tout cas, oui, je pense pas. Enfin, en tout cas, plus ou moins difficiles à mettre ensemble, même si tu peux essayer de les mélanger, mais où du coup tu te retrouves à avoir un truc à deux faces, genre la vision plutôt sociopolitique où l'importance elle est sur le fait de comprendre la société, les relations de pouvoir, et une vision très rationaliste centrée sur la logique. Et tu peux essayer de faire des liens entre les deux,
tu peux essayer de faire, mais c'est pas hyper évident, quoi, alors que c'est peut-être plus simple de mêler cette vision-là avec une vision dialogique où c'est centré sur le dialogue, sur la compréhension, parce que là, tu peux te dire, le dialogue, c'est aussi comprendre l'autre, s'intéresser à sa place dans la société, selon les sujets que tu amènes en fait en débat, tu peux travailler différentes choses en même temps. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là où là où tu peux avoir des incompatibilités. Moi, je me dis des fois, dans la vision institutionnelle, elle peut poser problème, pareil, avec la vision plus sociopolitique. Parce que dans la vision institutionnelle, il peut y avoir un risque. Alors, la plupart des gens qui sont impliqués, des acteurs de terrain, c'est pas ce qu'ils veulent, hein, mais je dis bien c'est un risque qui peut se cacher derrière une certaine rhétorique, c'est de se centrer sur l'individu. En fait, en se disant, il y a des problèmes de société comme la désinformation, comme, je sais pas, voilà, disons, le racisme. La solution, c'est l'esprit critique, mais du coup, à l'échelle individuelle. Et donc, on peut en venir à rendre les individus responsables de certains problèmes. Dans le sens où, s'il y a de la désinformation, si la solution, c'est de passer par les individus, du coup, on va peut-être pas penser à d'autres solutions qui sont plus collectives, qui sont de la régulation, par exemple, qui sont de la responsabilité là-dedans des grands médias. On va moins s'interroger sur le fonctionnement des médias et l'économie des médias actuels et des choses comme ça. On va se dire, non, c'est aux élèves, c'est aux gens d'être plus critiques et de faire attention, première chose. Sur des enjeux comme l'utilisation des données personnelles sur Internet, j'y pense parce que dans les CDI, pour les profs doc, ça peut être un enjeu. Si on se dit, tout l'enjeu, c'est les élèves, ils doivent faire attention à se protéger sur Internet, c'est hyper important, hein, mais bien sûr. Mais ça veut dire que l'élève qui voit ses photos être utilisées par d'autres pour faire des deepfakes, pour faire des trucs comme ça, est-ce que cette personne, elle est responsable du fait que d'autres utilisent à mauvais escient ou ont exploité ses failles? Je pense pas. Je pense que ça peut être un problème et que du coup, il faut faire attention à pas surresponsabiliser, à tout mettre sur l'individu. Et du coup, ça va entrer en tension avec une vision plus sociopolitique où au contraire, là, on va être beaucoup plus centré sur les dynamiques sociales, sur les structures, sur ce genre de choses, donc comment la société est faite et comment ça influence les individus. L'objectif dans les deux cas, il est le même. Moi aussi, il y a quelque chose qui me... Bien sûr qu'il faut pas centrer sur l'individu uniquement, parce que pour toutes les raisons que tu as dit. Mais parfois, quand on dit ça, on dit alors quoi? On oublie l'individu. Moi, c'est la question aussi que j'ai envie de poser. Tu peux, dans une vision politique, voir les choses aussi de manière concomitante. Pour changer les institutions, pour pouvoir faire en sorte que les personnes s'approprient ces questionnements-là, il faut aussi en passer par du contenu, une initiation, une appétence individuelle. Et elle passe par évidemment l'interaction avec d'autres personnes. On ne le fait pas tout seul. Mais faire croire qu'on va pouvoir changer les choses simplement parce que les institutions vont bouger et que donc ça va tout régler, j'en rêverais, sauf que ça bouge à partir aussi d'individus qui se sont mobilisés ensemble. Pour quelles raisons? C'est extrêmement compliqué, je suis incapable d'y répondre, mais c'est vrai qu'il faut bien entendre aussi que ça va ensemble. Voilà, je crois que c'est ça le message à faire passer. Il ne faut pas invisibiliser un, il ne faut pas mettre l'emphase que sur l'autre, il faut être capable de parler en fait des deux enjeux. Et je crois que je vous l'ai montré dans les exemples que j'ai pris de sujets, les collègues en ont conscience de ça, en fait. Ils en ont conscience. Parfois, certains sont plus obnubilés par un sujet qu'un autre, mais en moyenne, je ferais le pari, en fait, que on va dans le bon sens, quoi. Oui, c'est pour ça que je disais, c'est pas du tout au niveau des acteurs de terrain, à mon sens, c'est plus, voilà, comme je disais dans la rhétorique de certains politiques, où ça peut être un moyen, des fois, de cacher le poisson en disant, qu'est-ce qu'on fait contre ce problème? On va en faire une nouvelle mission pour les profs. On a fait une circulaire sur le MI et du coup, c'est bon, tout va bien. Ouais, mais sans rajouter de moyens aux profs, sans rajouter de formation. Par exemple, les professeurs documentalistes, il y en a certains qui disent j'aimerais bien avoir des heures clairement mis qu'il y ait des décisions claires. Et en fait, c'est juste, on rajoute des trucs en se disant allez, c'est bon, ça va te sauver. Et je trouve ça quand même que c'est quelque chose d'important de se dire attention, l'esprit critique peut être un peu un cache-misère parfois, je pense, être utilisé comme ça, en disant on va faire de l'éducation à l'esprit critique pour ne pas réfléchir à d'autres choses, à d'autres solutions, alors qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Hein. Exactement. Et ça regroupant, j'espère, une question que nous posait Nicolas, ou en tout cas au début, savoir pourquoi ce séminaire douteux et pourquoi discuter de ces sujets-là comme ça. Je crois qu'on est dans cette mouvance-là. Cela dit, et je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais bon, j'ai une grande expression pour pas grand-chose. Mais est-ce que
l'université populaire de Gérald Bronner, est-ce qu'elle a cette intention-là d'invisibiliser les actions, ou en tout cas l'aspect qu'évoquait Charlotte tout à l'heure? Est-ce que c'est bien ça, en fait, son objectif? Et parce qu'on parle que d'une partie, ou parce qu'on met l'emphase à nouveau sur une partie, est-ce que ça veut dire qu'on considère que l'autre n'est pas importante? Alors, il semblerait peut-être que oui, si on n'en parle que d'une certaine manière. Mais voilà, moi je me renvoie aussi à cette question-là. Est-ce que quand on regarde ce qui est produit sur le site du Cortex, est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que c'est un ensemble de boîtes à outils qu'on va mettre à disposition pour aider les individus à s'en sortir? Est-ce que les problèmes systémiques, la manière dont on les dénonce, est-ce qu'on est capable de, je sais pas moi, de montrer que ça compte autant que cet engagement à former les individus? Voilà. Je nous pose la question. Tu peux même dire, il y a le contexte même, j'ai envie de dire, des dispositifs et des choses comme ça. Je me dis, quand tu es dans un cours, tu es face à ou à des profs, tu es face à des gens que tu dois former dans un contexte professionnel. En fait, oui, et eux, ensuite, ils vont former des élèves. Dans un cadre, je veux dire, les élèves, tu les formes pas à être des militants et c'est aussi, ça fait partie de tes missions. Je dis, tu peux essayer de les faire réfléchir à certains sujets. Tu vas pas leur dire, maintenant, on va signer cette pétition, par exemple, je sais pas, pour arrêter d'utiliser Microsoft dans l'éducation nationale. Mais peut-être, alors, tu dis non, mais peut-être qu'on pourrait en vrai. En fait, c'est ça la question, tu vois, c'est jusqu'où et la question que je posais tout à l'heure sur le prof, jusqu'où il va quand il voit que ses élèves, ils pensent pas comme ils devraient penser, jusqu'où il va? Ce qu'il dit, voilà, utiliser des outils libres, comme tu as dit sur Microsoft, est-ce qu'on va signer la pétition pour ça? Est-ce qu'on va aller dans la rue demain pour dire que c'est pas bien ce qu'il faut à nos retraites? Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on doit aller jusque-là quand on forme à l'esprit critique? Ce que tu peux faire, c'est déjà amener le sujet avec les élèves. Je pense que voilà, en disant si on ne veut pas, il y a les questions de tout à l'heure de éviter quelque chose qui peut être trop dans le dogmatisme ou une forme d'endoctrinement. Bah, il y a quand même ce choix qui va rester de l'enseignant, qui est quel sujet on amène en fait, sur quel sujet à quel sujet on va sensibiliser les élèves. Ça, cette question-là, par exemple des logiciels libres, du fait que l'éducation nationale passe des contrats avec Microsoft alors qu'ils pourraient faire différemment. Si on n'en a jamais entendu parler, si on n'est pas sensibilisé, si on ne comprend pas les enjeux autour du libre, on ne va pas être critique, on ne va pas y réfléchir. Alors que l'amener, c'est déjà un premier pas. Exactement. La cible de la question, c'était la place de l'explicite dans l'éducation à l'esprit critique, parce que j'ai l'impression qu'avec toutes les dimensions, toutes les définitions possibles de l'esprit critique et tout ce que ça recoupe derrière, on est un peu condamné, si on peut dire, à chaque fois qu'on parle d'esprit critique, à préciser dans quelle vision de l'esprit critique on se place, et donc tout ce que ça implique, mais aussi à préciser dans quelle vision de l'esprit critique on ne se place pas, parce que j'ai l'impression que si on ne précise pas, c'est mon hypothèse perso, je sais pas comment ça marche, j'ai l'impression que si on ne précise pas, quand on parle d'esprit critique, les gens vont interpréter ce qu'on va dire sous leur propre vision de l'esprit critique, et donc le message qu'on va essayer de passer avec notre vision va pas du tout passer parce qu'il est déjà remplacé par les prénotions sur l'esprit critique qu'ont les gens. Je sais pas trop si ça marche comme ça, mais moi en tout cas c'est le parti que je prends quand j'interviens, c'est de préciser dans quel cadre je me place, et donc j'utilise ce genre de tableau que tu as présenté, Charlotte, comme grille de lecture, quoi, pour bien préciser. Je trouve que ce genre d'outil aide beaucoup. Effet puits, en 2 mots pour moi, c'est ce que tu décris quand tu dis esprit critique, les gens, ou même biais de confirmation, je sais pas lequel il faudrait dire, mais tu donnes ton mot, il est un peu creux, tout le monde se retrouve dedans, tout le monde met de ce qu'il est dedans. Voilà, moi je le vois comme ça, donc réponse courte. J'ai envie de dire que c'est un problème de plein de cadres de communication de façon générale, en fait. Et dans tous les cas, il y a toujours une partie de la communication qui nous appartient pas et qu'on peut rien faire sur la manière dont les gens vont recevoir ce qu'on a compris selon leur propre cadre, selon leur propre lubie du moment. Pour donner une anecdote, récemment, je fais une intervention pour parler d'esprit critique, etc. Et une personne est venue me voir à la fin pour dire que ce que je racontais l'a fait beaucoup réfléchir. Et ça lui fait penser à un bouquin. C'est un bouquin de Jean Raspail et elle me raconte que parce que elle croit beaucoup au grand remplacement. Et je me dis, voilà, en fait, elle a lu plein de choses que j'ai dit sur le fait de remettre en question les croyances, les discours, etc., au prisme de ça. Et en fait, là, c'est seulement une fois que j'ai eu cette discussion un à un que là, j'ai pu un peu regarder et dire non, c'était pas ça que je voulais dire. Ah ouais. Et on n'y peut rien dans tous les cas, il y a toujours ça. Donc, c'est nécessaire ce que disait David. Voilà. À part essayer d'être, comme je disais, essayer d'être le plus explicite possible, mais on peut jamais aller au bout de l'explicitation.
Sinon, on fait que expliciter et à la fin, on dit pas le truc qu'on voulait dire. Et en une phrase pour confirmer, de toutes les expériences que j'ai, des dizaines de formations que je peux faire chaque année, je n'ai quasiment plus aucun problème parce que, en tout cas, je pense, parce que ce travail d'explicitation, il est fait dès le début et que ça permet de, voilà, expliquer un peu où on est, qu'est-ce qu'on a dans la tête et qui dit quoi, d'où on parle en quelque sorte et qu'est-ce qu'on met derrière cette expression. Merci. Alors peut-être un dernier élément avant de se dire au revoir. Je me dis s'il y a peut-être des enseignants ou quoi qui nous écoutent et qui aimeraient avoir des ressources au creuset sur comment enseigner l'esprit critique. Là, j'ai sur mon bureau et sous les yeux la synthèse éduquée aux approches critiques de Efficience qui est sortie il y a quelques mois, je crois. Je pense que vous serez d'accord pour dire que c'est un très bon document et des ressources très intéressantes. Charlotte qui a participé, Denis aussi peut-être, oui. Je sais pas. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter comme petite ressource à aller chercher. Ouais, je vais vous présenter 3 trucs, mais très rapide. Un classique, Canopé, du l'esprit critique. Bon, voilà, dedans, c'est très varié. Un bouquin qui est plus récent, Grandir libre, pour les 9-12 ans. Grandir libre, voilà. Édition hors piste, des thématiques sur la laïcité, sur les sciences, sur l'info, sur le débat, sur les valeurs. Et un autre, pareil, du même éditeur qui s'appelle Vivre libre, sur des questions beaucoup plus larges aussi. Que j'ai présenté tout à l'heure. Je parle même pas évidemment, esprit scientifique, esprit critique, de la main à la pâte. On trouve quand même de belles choses aussi dedans. Donc voilà. Mais finalement, ça commence à dater un petit peu tout ça. Donc Charlotte, peut-être que... Moi, je suis en conflit d'intérêt là, forcément. Parce que du coup, ouais, tu le disais au début, je travaille chez Cogito. Donc, maintenant, je suis directrice de la formation. Donc, je suis clairement gros conflit d'intérêt. Où du coup, on a créé un parcours d'esprit critique d'une 20aine d'heures qui s'adresse du coup aux personnes à partir de 15 ans. On a essayé de faire en sorte que ce soit accessible à un maximum de personnes, même s'il y a toujours ce problème que accessible à tout le monde, ça marche jamais vraiment. Mais voilà, il est assez long ce parcours. C'est pas un parcours pour apprendre à former à l'esprit critique, mais plutôt pour s'entraîner soi-même, le renforcer, éventuellement trouver des idées, des exemples, des idées d'activités. Ça, je pense que les enseignants peuvent puiser dedans pour nous piquer des idées où on sera d'accord. Pour les enseignants, il y a le parcours magistère aussi, autour de l'esprit critique, je signale, voilà, qui a été travaillé par le GT8, là dont je parlais tout à l'heure. Donc magistère, esprit critique, les collègues savent normalement aller chercher là-dedans. Voilà. Une ressource pour aller se former aussi. Ouais. Et oui, pour les profs, on est en train de faire un kit pédagogique autour du parcours. Voilà, pour les gens les profs plutôt de lycée qui voudraient l'utiliser, ou on a aussi L1, L2 en mode classe inversée ou ce genre de choses pour savoir comment le mettre en place. Voilà. Mais ouais. Du coup, voilà, conflit d'intérêt, c'est payant, c'est pas des ressources gratuites, c'est en ligne tout ce qu'on veut. Au moins c'est dit. Très bien. Il y avait un certain Richard M qui avait des questions un peu taquins sur ça, mais vous verrez avec lui directement. Un autre sujet, il faut me réinviter pour parler. Tout à fait. Je plaisante bien évidemment. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Encore un grand merci à vous deux pour votre intervention et pour tout ce que vous avez apporté ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un du Cortex voulait rajouter quelque chose, Emmanuel peut-être. Et sinon, je pense qu'on va clôturer ici. Non, tout bien. Merci à vous. Je vais couper l'enregistrement là et après on peut se dire 2 mots si on veut de façon plus informelle. Mais en tout cas, je coupe là. Merci beaucoup.